Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et désormais le 26e épisode, le deuxième de cette nouvelle mouture. On a un petit peu modifié le format comme vous avez pu le constater la semaine passée déjà, avec seulement maintenant les mentions honorables et les nouveaux projets. Et ensuite, le suivi des projets s'effectue en milieu de semaine, le mercredi. On a déjà fait une première vidéo qui a été postée pour le suivi, donc sans vraiment de grands retours pour l'instant, mais il faut dire qu'on n'a pas du tout fait de promotion sur cette vidéo, on ne l'a pas partagée ou que ce soit, juste pour voir un peu comment ça marcherait. Pour l'instant, je pense que ça tient pas mal la route. Vous me direz un petit peu éventuellement ce que vous en pensez si vous avez vu la vidéo de mercredi. Et puis, bon, en attendant, on se lance tout de suite. Mais avant, quand même, je viens de recevoir ça aujourd'hui même. Alors, je pense qu'on est un paquet à l'avoir reçu. Certainement, vous l'aurez reçu d'ailleurs avant moi en France. Il s'agit donc de Clash of Decks, le jeu de Léandre Proust, qui avait fait une campagne Kickstarter il y a même pas un an, je crois, hein, pour ce petit jeu donc gratuit. Ça a coûté uniquement les frais de port. Et donc, sa campagne pour la deuxième saison, si je puis dire, du jeu, avec donc de nouvelles extensions, de nouveaux modules qui viennent s'ajouter à ce petit starter deck, en fait, starter pack, devrais-je dire, va débouler sur Kickstarter la semaine prochaine, si je me souviens bien. Donc, gardez un œil là-dessus. Sur ce, on est parti. Allez, le petit détour habituel sur la chaîne, comme je vous l'ai dit. Donc, le premier suivi crowdfunding ici, en fait, c'est le suivi du menu crowdfunding, sans aucun partage ni quoi que ce soit, 156 vues, c'est déjà pas si mal. J'espère qu'à partir de la semaine prochaine, comme je ferai un petit partage, comme je le fais déjà habituellement, que ce soit sur Crowd ou sur éventuellement Facebook, mais si je n'ai pas encore décidé sur Facebook si je partagerai, ça fera un peu redondant peut-être avec le menu crowdfunding quelques jours plus tôt. On verra bien comment ça se passera. Mais je pense que de toute façon, c'est de toute façon, une émission qui attirera un petit peu moins les regards, ce qui me semble assez logique, puisque si vous avez suivi le menu crowdfunding, vous savez déjà ce qui est en ligne. Donc là, ce sera peut-être l'occasion d'aller voir un petit peu ce qui est en cours dans la dernière semaine, les projets auxquels il reste quelques jours uniquement pour pouvoir s'y intéresser, éventuellement les avancées des stretch goals, voir ce qui a été dévoilé en fait de nouveau. Donc, on verra bien quel chemin ça prend. Pour l'instant, c'est des vidéos assez courtes de 20-25 minutes apparemment. Ça, je pense qu'on s'orientera vers entre 20 et 30 minutes par semaine. En attendant, on a pris 12 abonnés cette semaine, ce qui n'est pas si mal vu, comment dirais-je, le menu crowdfunding de la semaine dernière qui était quand même assez léger. On avait eu juste le jeu de Resident Evil qui marche très bien grâce à sa licence, mais qui n'a pas l'air formidable au-delà de ça. On a aussi Dice Throne qui, par contre, lui, fait un gros résultat. Mais sinon, en termes de nouveaux projets, il n'y avait pas grand-chose de vraiment palpitant. Donc, ça me semble assez logique qu'on fasse assez peu de nouveaux abonnés également. Sur ce, on va faire un petit détour du côté du sondage, puisque la semaine dernière, si vous avez regardé le menu crowdfunding, vous aurez remarqué que désormais, chaque semaine, il y aura un petit sondage pour aller voir les projets que vous voudriez voir présentés en plus ou moins de détails. Et donc, cette semaine, pour cette première mouture du nouveau menu crowdfunding, un peu remodelé, eh bien, les 3 jeux que vous voulez voir présentés en priorité, il s'agit bien sûr, c'était attendu, de Skyrim sur GameFound. De manière un peu plus surprenante, Jiangnan avec The Life of Gentry, un petit jeu sur une thématique chinoise, suivi de Wild Realms en 3e position. Ce sont donc les 3 jeux qu'on présentera en priorité dans les gros projets de la semaine. Et puis, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ajouterai également 1 voire 2 jeux de mon choix qui me semble intéressant de présenter dans cette catégorie un peu plus, comment dirais-je, un peu plus en longueur, disons. Je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas échapper à Monster Apocalypse, même si moi, personnellement, il ne m'intéresse pas outre mesure, mais je pense qu'il fera partie des 5. Je ne suis pas encore totalement décidé, on verra au fur et à mesure de la vidéo comment ça se déroule. Et c'est vrai qu'après, il y en a plusieurs qui pourraient être intéressants aussi. Age of Galaxy, par exemple, qui est un peu le descendant de Age of Civilization, du même auteur et du même éditeur. Ça pourrait être intéressant. 0% pour l'instant, mais il n'y a eu qu'une vingtaine de votes, un peu moins une vingtaine de votes, je crois. Sinon, également, Infinite Deathmatch a plutôt un très joli succès pour l'instant, mais au-delà m'intéressait pas tant que ça. Et ouais, là, c'est celui-ci que je cherchais, Trinity of Rain, qui m'intéresse pas mal. On verra si je le mets ou pas. En tout cas, voici les 3 que vous êtes sûrs de retrouver parmi les gros projets de la semaine. Donc Skyrim, Jiangnan et Wild Realms. On est parti. Et on commence avec Infinity Deathmatch Tag Raid,
qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs de Battle Royale, en fait, plus ou moins. Vous allez tous partir à la conquête d'une planète pour en miner les ressources jusqu'à épuisement. Vous n'en avez strictement rien à faire de la faune et de la flore de la planète. Et ils vont bien vous le rendre puisque vous aurez aussi affaire avec des gros vers géants qui chercheront à vous bouffer, entre autres bestioles, pour défendre un peu leur planète, tout simplement parce que ils apprécient pas trop votre présence, tout simplement. Alors donc, je vous encourage d'abord à aller voir la vidéo de présentation, elle est très bien foutue, et c'est vrai qu'elle donne un très bon aperçu des différents aspects mécaniques du jeu. Donc, allez voir un petit peu de quoi il s'agit. En tout cas, c'est un jeu qui nous vient de Espagne, et plus précisément de Corvus Belli, qui a déjà produit un jeu dans le même univers, à savoir ici Infinity Defiance, avec comment dirais-je, une sorte de transversalité entre les deux, puisque certains des éléments de ce nouveau jeu seront incorporables. Je ne sais pas si ça se dit trop. On verra bien. Je chercherai peut-être après dans le dictionnaire. En tout cas, donc certains des éléments de ce nouveau jeu seront disponibles dans l'ancien et seront utilisables dans l'ancien. J'aurais dû commencer par utilisable, ça aurait été beaucoup plus rapide. Bref. Et donc, Infinity Deathmatch, je le disais tout à l'heure, donc 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties de 60 à 90 minutes. Vous le voyez ici en partie avec le plateau. Il y aura donc différentes tuiles qui composeront un nouveau terrain à chaque partie différente. Différents éléments avec des bases notamment sur les différentes tuiles que vous aurez placées au début de partie. Et à partir de là, on va se foutre un peu sur la tronche les uns les autres pour pouvoir aller looter, récupérer du loot, donc différentes ressources, différents trésors que l'on peut trouver sur cette planète pour simplement s'enrichir. On a donc 4 factions présentes, différenciées ici par des couleurs sur le plateau que vous voyez ici. Et on va chercher simplement à acquérir de plus en plus de thunes, en gros, plus ou moins, tout en essayant de massacrer les autres pour éviter qu'eux-mêmes aillent chercher du loot, puisqu'on aurait bien mieux à faire à le garder pour soi-même, bien évidemment. Et puis, donc, certains habitants de la faune plutôt, de la faune locale, vont chercher, bien sûr, à vous mettre des bâtons dans la rue et simplement à vous bouffer la tronche. Bref, les différentes nouvelles pledges, d'abord le Core Pledge, alors vous voyez déjà 120 € pour le pledge de base, oui c'est un jeu très très cher. Alors par contre attention, les miniatures sont, en tout cas elles ont l'air, en tout cas je devrais-je dire plutôt, vraiment très bien foutues pour ce petit éditeur que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, pour ma part en tout cas je pense que c'est peut-être comment dirais-je, un éditeur qui s'est spécialisé dans les miniatures, oui c'est ça, Highly Detailed Miniatures, donc je pense que c'est plutôt un éditeur qui s'était focalisé d'abord sur la création de miniatures et du coup maintenant ils font des jeux et ils partent avec des miniatures qui sont déjà de très très bonne facture, mais bon, ça se retranscrit également dans le prix du jeu, puisque le pledge de base est à donc 120 €, mais bon, ceci dit, donc vous aurez quand même le Star Wars Mega Beast, qui est donc ici, qui est une grosse miniature de ver géant. On aura ensuite tout un tas de miniatures de factions, bien évidemment, plus de 250 cartes, plus de 100 tokens, des dés dans tous les sens, 29 tuiles hexagonales, etc., etc. Ensuite, on a un Platinum Pledge qui là va vous coûter le double, 250 € pour avoir donc le Core Pledge plus en fait différentes extensions. Ici le Scenery Pack pour ajouter donc les divers bâtiments sur les tuiles. On a aussi le Search and Capture Expansion, donc une extension, ainsi que le Steindrage Mega Beast, qui est donc j'imagine une bestiole supplémentaire très amicale, j'imagine. Ensuite, donc, le contenu de la boîte de base. Alors, vous allez le voir un petit peu ici. Donc, le gros méchant ver de terre qui a son propre deck contrôlé par une intelligence artificielle. Donc, il faudra gérer un petit peu le ver au sein de la tablée. Mais celui qui le contrôle, c'est un IA. Ce n'est pas vous qui allez le contrôler. Ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez prendre possession pour emmerder vos adversaires. Ensuite, on aura donc 4 factions. Donc, la Sterling Forge, donc la couleur verte en gros, avec pour chaque faction 3, je crois, miniatures. Là, on a Wally. Donc ensuite, on a une sorte de guerrier en armure bionique, en gros. Et puis une sorte de grosse machine à forger qui, j'imagine, a aussi des moyens d'attaque et de défense assez conséquents. Donc, bien entendu, des capacités particulières pour chacune des unités composant votre faction, qui peut aussi s'upgrader, comme vous le voyez ici, sur les côtés de chacune des cartes, on a comment dirais-je, des emplacements prévus pour des upgrades, donc aller chercher du nouveau matériel pour peut-être frapper plus fort, se défendre mieux, etc. Ensuite, en deuxième faction, on aura aussi U ou UA, je ne sais pas, Minerals,
donc représenté par la couleur orange. Ensuite, on aura Mindscorp, représenté par la couleur rouge peut-être, je ne sais pas trop bien. Ça doit être ça, je pense. Et puis ensuite, les Rocketworks qui, eux, seront en rouge. Donc, bon, je ne sais pas trop quelle est la couleur de Mindscorp, peu importe. Et donc, bon, pour chacune de ces factions, donc 3 miniatures et donc des capacités différentes les unes des autres. Ensuite, quelques tuiles représentées ici, hein, avec quelques terrains différents, des terrains enneigés, des terrains plus désertiques, disons, et les différents bâtiments que vous pourrez aller ajouter sur les tuiles, ainsi qu'ici le plateau, j'allais dire central, c'est pas vraiment central, c'est plutôt un plateau qui sera à côté du terrain principal, et sur lequel on va simplement contrôler en fait le prestige, enfin, la thune encaissée par les différentes factions, tout simplement. Ensuite, on a tout un tas de cartes d'outils, d'armes, de marché noir, etc. pour essayer d'améliorer le niveau de vos unités. Ensuite, tout un tas de tokens également, des petits plastiques, enfin des tokens de plastique, des dés, et c'est à peu près tout. On a aussi un livret de campagne, apparemment, il y a une campagne disponible aussi. Ensuite, je ne vais pas faire le détail des différentes boîtes d'extension, vous irez voir. Donc, il y a une grosse miniature supplémentaire pour l'extension de Steinbridge Box. Ensuite, on a tout un tas de tuiles de terrain supplémentaires pour le Scenery Pack. Et puis ensuite, Search and Capture, donc encore plus de factions différentes apparemment, donc plus de cartes, plus de tuiles, plus de cartes encore, bien entendu. Voilà, pour ce qui est du financement, parce que je ne l'ai pas dit, c'est vrai, j'aurais dû commencer par ça, mais le jeu est déjà financé, comme vous pouvez le voir, avec 187 000 € d'ores et déjà, sur 100 000 € de seuil de financement de base. Donc le jeu est déjà financé, c'est déjà un très joli succès, ma foi, pour Infinity Deathmatch. On va passer directement donc maintenant aux frais de port, hein. Vous avez déjà un petit aperçu, c'est vrai, quand même, des miniatures qui, une fois peintes, ont l'air vraiment d'avoir de la tronche, il faut bien le dire, hein. Ça a l'air d'être quand même leur spécialité. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment très bien réalisées. Comme ça, en tout cas, à brûle pour point, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont très bien foutues. Wally. Bref. Alors, donc, les frais de port, disais-je. Alors, les frais de port, les voici. Alors, bien entendu, ça va peser lourd, donc ça va être assez cher, mais j'aurais quand même pensé à des frais de port un petit peu moins chers que ça. Là, ça pique un peu, pour être très honnête, hein. L'Union européenne, 30 €, sauf pour l'Espagne, dont le jeu est originaire. Et si vous prenez le Pledge Platinum, avec donc les extensions, ce sera 40 € de frais de port, donc très cher. Déjà que le jeu en lui-même est très cher, je pense que ça s'oriente vers un public assez restreint, et pourtant, on a déjà donc un nombre de backer assez conséquent. Pour le Japon, si jamais ça m'intéressait, pardon, ce qui n'est pas le cas, ce serait 45 à 65 € de frais de port, donc autant dire le prix d'un jeu quasiment, enfin d'un jeu pas Kickstarter visiblement, parce que les jeux Kickstarter sont quand même beaucoup plus chers que ça récemment en tout cas, pour la majorité d'entre eux. Par contre, pas de mention pardon, sur la TVA, j'ai pas aperçu de mention de la TVA là-dessus. Donc, est-ce que la TVA sera ajoutée ensuite dans le Pledge Manager comme ça se fait récemment beaucoup? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant pour Infinity Deathmatch Tag Raid, qui est plutôt un très joli projet, d'autant plus si vous êtes amateur de miniatures et de peinture, bien entendu. Donc, 931 contributeurs à 13 jours de la fin de la campagne. On continue avec Titania Ascending, qui là encore est un projet assez atypique, dans le bon sens du terme, ceci dit. Malgré, bon, c'est vrai qu'un artwork qui, moi, me repousse pas mal, les couleurs très fluo, très néon, ça m'attire pas tellement, mais au-delà de ça, le jeu dans son gameplay a l'air intéressant. Alors pour l'instant, il a attiré uniquement 175 backers, mais il reste encore 17 jours et le projet vient d'arriver, on n'est qu'au 2e jour de campagne, donc ça devrait financer d'ici demain, je pense, assez facilement. On est déjà à 7058 $ sur 9000, donc ça devrait se faire assez facilement. Alors pourquoi est-ce atypique et pourquoi est-ce intéressant selon moi? Parce que c'est un jeu stratégique de flip and write coopératif, ce qui est assez peu courant. Je n'ai pas connaissance de beaucoup de flip and write coopératifs. Vous me direz si vous en connaissez. Le flip and write, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'équivalent du roll and write, sauf que vous ne roulerez pas de dés, vous ne lancerez pas de dés, vous allez simplement retourner des cartes et à chaque tour, ensuite, vous allez écrire quelque chose en fonction de la carte que vous aurez retournée, en gros. Mais c'est un flip and write coopératif, et ça, c'est intéressant parce que j'en connais pas beaucoup, donc. Et donc, pour 2 à 6 joueurs, qui plus est avec des niveaux de difficulté ajustables, avec également, comme souvent aussi les flip and write, des modes solo ainsi que compétitifs. Donc,
En gros, du coop, mais aussi du compétitif si vraiment on veut essayer, et puis du solo, c'est plutôt intéressant pour des parties qui plus est de 45 minutes, je crois. Oui, ça 45 minutes la partie pour 12 ans et plus, 2 à 6 joueurs, non, 2 à 6, tiens, 2 à 6 joueurs, ah oui, 2 à 6 joueurs en coopération, pardon, et 1 à 96 joueurs, parce que j'imagine qu'il y a 96 feuilles, j'imagine, mais bon, ça peut être plus que ça si l'on veut. Même si après c'est une certaine logistique, pour ce qui est du compétitif. Donc 2 à 6 en coopératif, 1 à 96 en compétitif. Alors donc vous allez essayer de travailler ensemble pour construire différentes cartes. Alors ça c'est assez intéressant aussi, puisque donc ce premier volet de Flip and Write va vous proposer de construire une carte au sein de votre papier à vous, en gros, hein, de votre feuille. En tirant des cartes, vous allez placer différentes formes géométriques avec différents logos dessus, dans l'ordre que vous le souhaitez, hein. Il faudra juste respecter un peu la position, des logos, mais vous pourrez les placer, dans, comment dirais-je, dans le sens que vous voudrez. Et ensuite, à partir de ça, en fait, vous aurez créé votre propre puzzle, votre propre carte qui est un puzzle, et il faudra réussir à le résoudre dans une deuxième phase. Donc ça, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. J'ai encore pas trop vu ce type de choses. Alors justement, on vous dit donc dans la première phase donc de tirer des cartes et donc d'aller ajouter les logos dans les positions respectives, mais tout en pouvant effectuer des rotations, et ensuite coopérer ensuite pour envoyer votre Fae et vos dragons à Gaïa pour donc essayer de noircir certaines cases tout en évitant d'en noircir d'autres, etc. Donc assez intéressant de ce point de vue-là. C'est un flip and write relativement classique en termes de mécanisme, mais avec un parti pris de gameplay assez intéressant et j'ai envie de dire inédit. Mais je peux me tromper. Ensuite, passons à la boîte. Alors voilà, le What's in the Box. La boîte de base coûtera 29 $, ce qui est assez abordable, pour 20 cartes double face, des cartes de vision. Ensuite, une sorte de repose-carte, double face là également. Un sac avec différentes tuiles, des runes, devrais-je plutôt dire. Ensuite, tout un bloc de feuilles qui proposeront 6 maps uniques. Donc, chaque joueur aura une carte différente. Ensuite, on aura donc un token de vision, des crayons de bois, des crayons de papier, selon la région où vous habitez. Ensuite, on aura également un petit aide de jeu, quelques feuilles de statut pour le solo, le compétitif, et également en remote play, donc éventuellement en jeu à distance via des webcams par exemple, des cartes de destin, etc., etc. Et puis on aura éventuellement aussi la possibilité d'acquérir un playmat, un add-on, ce n'est pas dans la boîte de base, c'est un add-on supplémentaire pour 20 $, un playmat, encore une fois, double face, avec une face pour le coopératif et une face pour le compétitif et le solo. Donc assez bien pensé, reste à voir si le playmat sera de qualité, mais a priori, j'ai envie de dire, c'est du néoprène, à moins qu'il se rate vraiment, peut-être qu'il n'y a pas de couture sur les bords, on verra bien, mais ce sera certainement dévoilé au fur et à mesure. Le how to play, je passe, on est seulement dans un mention honorable, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Visiblement, ils en ont noirci des cases, je pense que c'est une façon de dire qu'ils ont fait du playtest, en veux-tu, en voilà, mais assez intéressant de ce point de vue-là. Donc 29 $, je disais tout à l'heure, pour la boîte de base. 49 si vous voulez le niveau supplémentaire, donc le Sorcerer Pledge, pour avoir le playmat double face. Éventuellement, il y a aussi un pledge à 69 $ pour la même chose, plus ce qu'ils appellent un swag pack. Alors, est-ce que c'est des upgrades oui, c'est ça. C'est des upgrades apparemment matériels, j'ai l'impression, avec un pins en énamel et des 4 patchs, 4 stickers. Bon, c'est pas vraiment une upgrade matérielle, c'est juste comment dirais-je, des petites fioritures qui peuvent accompagner le jeu sans grand intérêt, et même un bonnet. Bon, c'est vraiment pas un pledge levels qui va être très choisi à mon avis. Bref, passons au shipping maintenant. Le shipping pour l'Union européenne, on est ici, l'Union européenne, à 24 $. Ouh, ça pique un peu par contre, hein. 24 $ de frais de port pour un jeu qui coûterait 29 $, c'est pas forcément la super bonne idée. Alors, à moins de pouvoir accéder à un pledge groupé, mais pour un jeu de cette envergure, ça me semble assez peu probable. Ça ne serait pas tellement un jeu pour les Européens a priori. Par contre, si vous avez éventuellement des connaissances au Royaume-Uni, ce serait 11 $, différence énorme pour une proximité géographique pourtant conséquente. Si vous avez des connaissances au Royaume-Uni,
c'est peut-être le moment de faire jouer vos connexions avec eux. Pour le Rest of Asia avec Japon, 18 $, ça coûtera un petit peu moins cher. J'ai un autre ami qui n'est pas Xavier, qui pourrait apprécier, parce qu'il est assez fan de Flip and Write, si je comprends bien. On verra bien, je lui en toucherai 2 mots, mais a priori, ce ne sera pas un jeu qui verra nos tables. J'ai pas vu de mention non plus sur la TVA. Ah si, ici d'ailleurs. La TVA sera collectée dans le Pledge Manager, donc ça fait encore ça en plus à ajouter au prix du jeu. Donc bon, un jeu pas dénué d'intérêt. Pour cette catégorie, c'est assez inédit, mais un petit peu chéro quand même en termes de frais de port. En attendant, donc Titania Ascending est à 175 contributeurs à 17 jours de la fin de la campagne, pour l'instant pas encore financée. On continue avec le reboot en fait de 2 jeux en provenance de Greenbrier Games, 2 jeux dans une thématique japonaise, à savoir Yashima et Ninja Dice. Donc 2 petits jeux, un de confrontation, le premier donc Yashima qui avait déjà fait l'objet d'une campagne il y a quelques années déjà, je crois, pour 2 joueurs, des parties de 45 minutes, 14 ans et plus. Un jeu de confrontation, vous allez choisir en fait un personnage parmi 4 en fait, parce qu'il y a 2 volumes, chaque volume contenant 2 personnages. Et en fait, chaque personnage a différentes capacités qui lui permettent de se déplacer, d'aller faire des attaques physiques ou magiques, par exemple, mais également de se protéger. Et en fait, les cartes sont également vos points de vie. Hein. Plus vous avez de cartes, plus vous avez de la vie, plus vous en utilisez, moins vous avez de vie, etc. Un jeu qui est noté 7.0 sur BGG, donc pas un truc fantastique, mais avec des règles revues, légèrement peaufinées ou affinées, plutôt devrais-je dire, depuis la première mouture. Donc on est peut-être potentiellement sur un jeu de confrontation à 2 joueurs un petit peu amélioré qui devrait aller modifier, gommer certains aspects plus négatifs de la première mouture. Ça pourrait être intéressant. Le jeu n'est pas magnifique, il y a quelques petites miniatures, il y en a une miniature par personne, par personnage, devrais-je plutôt dire. Ça n'a pas l'air extraordinaire, mais bon, a priori, les retours ne sont pas négatifs non plus. 7, ce n'est pas du tout une mauvaise note sur BGG non plus, il ne faut pas exagérer. Donc, allez voir si ça vous intéresse éventuellement. Le deuxième jeu est également un retour de, comment ça s'appelle déjà, Ninja Dice, voilà, qui avait déjà été publié il y a quelques années également. Un petit jeu de push your luck très léger, où vous allez donc avoir différentes pièces et différents dés que vous allez jeter par pelletée de 15. Et après, selon les résultats, vous allez chercher à savoir s'il vaut mieux recommencer pour essayer d'en avoir encore un peu plus ou s'arrêter là afin de ne pas tout perdre, de ne pas prendre le risque de tout perdre en tout cas. Voilà, 2 jeux très très simples, très très rapides a priori. Je ne saurais pas trop quoi vous dire là-dessus. Les 2 n'ont pas des réputations non plus de jeux incontournables, mais ils ont l'air d'avoir été un petit peu affinés, donc pourquoi pas. Les jeux ne sont pas trop chers, surtout Ninja Dice qui lui est à 25 $. En plus, il vient avec un petit sac portatif assez pratique. Ensuite, vous pourrez pour le même prix avoir une upgrade pack pour Yashima, donc en fait les nouvelles règles légèrement affinées pour le jeu si vous le possédez déjà. Ou sinon, vous pourrez pour 70 $, là c'est beaucoup plus cher par contre, aller obtenir Yashima, donc le jeu donc, avec sa nouvelle mouture, donc les 2 boîtes, hein, le volume 1, le volume 2, donc 4 personnages au total. C'est quand même assez cher. Ensuite, vous pourrez pour 90 $ prendre les 2, donc pour le pledge de Yashinga, qui mêle donc Ninja Dice et Yashima. Voilà. Ensuite, vous pourrez aussi ajouter les jeux indépendamment en add-on, ainsi qu'un petit pins, par exemple, quelques petites fioritures par-ci, par-là. Pour les frais de port, si vous prenez uniquement Ninja Pledge, donc Ninja Pledge, c'est, si je me souviens bien, ils auraient pu quand même en préciser, donc c'est seulement Ninja Dice, hein, c'est ça. Pour Ninja Dice en Europe, vous serez à 18 $, au Canada 17,66 $, donc c'est des prix un peu bizarres. En Asie, peut-être 11,77 € en moyenne, ce ne sont que des moyennes, attention, ça dépend quand même des pays. Il y a quelques pays visiblement où les prix seront bien plus conséquents que ça, à voir. Ils ne sont pas très clairs en termes de shipping. Hein. Pour Yashima, pour l'Europe, ce sera 21 $ de frais de port en moyenne, enfin pour la plupart des pays en tout cas concernés. Canada 22, donc ça reste à peu près similaire. Asie 13,91, ok, pourquoi pas. Et si vous voulez les 2, pour l'Europe, ce sera apparemment le même prix que pour le Yashima Pledge, donc 22 $ en gros de frais de port, 24 environ pour le Canada, et pour chez nous 14, donc un peu moins cher apparemment, sauf si nous c'est plutôt Rest of Asia à mon avis.
Ouais, Japan, on est dans le rest of Asia, donc en fait, pour nous, c'est un peu plus cher que chez vous. Bref, peu importe. Donc voilà pour, ces 2 petits jeux, à savoir Yashima, donc version un peu remodelée, et Ninja Dice. 133 contributeurs pour l'instant, à 10 jours de la fin de la campagne, c'est pas financé. On est à peu près à la moitié du seuil de financement. On continue avec Float, la petite apparition hebdomadaire de Cthulhu, bien évidemment, même s'il n'est pas spécialement très présent dans le jeu. 489 contributeurs déjà, à 20 jours de la fin de la campagne. On est à 2 doigts de financer, parce qu'on est à 35 794 $ sur 40 000 de seuil de financement. Ça va financer dans les heures qui viennent, j'imagine. Attention, ceci dit, Float n'est pas disponible en Europe. Il sera disponible uniquement sur le continent américain. Alors, Float, de quoi s'agit-il, me direz-vous? Alors, dans Float, en fait, vous êtes les passagers d'un navire qui coule à proximité d'une île et il va falloir, en fait, tout simplement essayer de rejoindre cette île encore en un seul morceau. Sauf qu'entre-temps, il y aura bien entendu des requins, il y aura aussi vos anciens, comment dirais-je, camarades de croisière qui vont pas forcément chercher à vous aider non plus, qui vont peut-être même tirer profit de vos faiblesses pour pouvoir prendre le devant. Donc, c'est pas un jeu pour jouer entre potes en tant que bons amis, hein. On va se trahir, on va peut-être lier des petites alliances momentanées, et cetera. Donc, et tout ça sur une semaine dans laquelle il faudra survivre aux différents assauts de la mer. C'est un jeu donc pour 14 ans et plus, pour 2 à 5 joueurs et des parties de 30 minutes environ, donc relativement courtes et j'imagine assez facile à sortir, d'autant que bon, c'est essentiellement un petit plateau central, quelques cubes, quelques tokens j'imagine, et puis ensuite des tas de cartes, mais bon, un matériel assez, pas minimaliste, mais assez mince quand même. Ensuite, vous avez ici déjà un petit aperçu de la DA, qui n'est pas fantastique, mais qui n'est pas dégueulasse non plus. On aura donc, par exemple, ici quelques leaders. On en voit un ici avec Harry Steele, lui qui, par exemple, vous permettra d'aller ajouter +1 à la valeur des dés après un jet de dés. Voilà. Vous avez un petit aperçu aussi des différentes cartes Out of the Blue. On aura tout un tas de cartes plutôt jolies, c'est pas fou, hein, mais les artworks sont pas dégueux non plus. Vous verrez ici qu'on a des monstres qui ne sont pas forcément tous très présents dans la mer, théoriquement. Là, on a une sorte de crocodile ou de caïman. Bon, le requin, ça, ok, pas de problème. On a aussi une sirène qui n'a pas l'air très amicale. Ceci dit, théoriquement, les sirènes ne sont pas censées être amicales, me direz-vous. Bon, elles ne sont pas toutes Ariel, quoi. Je ne parle pas de lessive, hein. On aura aussi des zombies marins, visiblement. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des exclusivités Kickstarter. Donc des zombies nageants, c'est pas très fréquent, mais bon, pourquoi pas après tout. Quelques petites miniatures également, apparemment pas des trucs très très fous non plus, mais ça mérite d'exister. Ensuite, on aura aussi un booster pack, j'ai l'impression, avec bon, finalement Cthulhu qui arrive, donc tout à l'heure c'était bien autre chose que Cthulhu. Avec en plus de ça Clean Sullivan qui est également partie de ce petit booster pack. On ne voit pas sa capacité spéciale pour l'instant en tout cas. Les pledge levels, donc le jeu de base vous coûtera 39 $. En gros, c'est le jeu qui sortira en magasin par la suite. Sinon, pour 16 $ de plus, vous pourrez prendre le pledge Sharkbait qui ajoutera donc les zombies qui sont donc une exclusivité Kickstarter, ainsi que quelques petites miniatures qu'on a vues tout à l'heure qui ne sont pas folles non plus. Ensuite, pour 99 $, donc là ça fait tout de suite beaucoup plus cher, vous aurez un pledge level qui contient donc le jeu, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le deuxième pledge, ainsi que le booster pack contenant Cthulhu et un capitaine supplémentaire, ainsi que des dés un petit peu customisés, des tokens, j'ai l'impression. Non, ce sont des stickers, rien à foutre, et un t-shirt, encore une fois, rien à foutre. Donc bon, c'est pas vraiment un pledge hyper intéressant selon moi, même s'ils vous disent que vous faites une économie de 19 $ parce qu'en retail, il sera à 118 $. Ouais, mais bon, ouf. Alors comme je le disais tout à l'heure, le jeu n'est pas disponible en Europe, il est uniquement disponible pour les francophones du Canada ou éventuellement quelques francophones aux États-Unis. Et même au Canada, c'est déjà pas très friendly. 29 à 40 $, c'est quand même assez cher en fonction du pledge et des différents add-ons que vous allez ajouter. C'est quand même très très cher pour ce que ça va contenir en termes de poids de matériel, tout simplement. Et en plus de ça, c'est pas disponible pour l'Europe. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Float par Bright Light Media, un jeu qui n'a pas l'air plus mauvais qu'un autre, mais qui est quand même
relativement cher pour ce qu'il contient en termes de matériel et de gameplay, et en plus de ça, pas de frais de port pour l'Europe parce que pas de transport pour l'Europe. On continue avec Trinity of Rain, un jeu qui nous vient de Suisse et plus précisément de Raphaël Bolliger, dont c'est le premier projet, donc un primo-éditeur, primo-porteur de projet sur Kickstarter. On est désormais à 160 contributeurs à 26 jours de la fin de la campagne. Ceci dit, c'est quand même assez loin du seuil de financement, puisqu'on est à 11 000, presque 12 000 francs suisses sur 29 000 de seuil de financement. Donc on est à un peu moins de la moitié du seuil de financement pour l'instant. Est-ce que ça va financer? Bon, pour l'instant, on a commencé il y a quoi, 2 jours, Ben? 2-3 jours? Ça devrait pouvoir financer, mais ça ne fera pas un score énormissime. Je leur souhaite pourtant parce que c'est un jeu qui m'intéresse pas mal personnellement. Je ne dis pas que je vais le backer, mais ça reste un jeu parmi la sélection qu'on a cette semaine, qui est pas extraordinaire, assez intéressant malgré tout. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Alors, d'abord, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 90 à 120 minutes, donc assez long, c'est vrai, pour 2 ans et plus. Disponible déjà en 5 langues, anglais, allemand, français, italien, espagnol et polonais, ce qui fait 6 langues, parce que vous l'aurez constaté, je ne sais pas compter. Voilà. Alors donc c'est un jeu de stratégie épique dans un univers de fantasy, de epic fantasy, plutôt de medieval fantasy devrais-je plutôt dire, où vous avez en fait un continent que vous découvrez, et donc vous allez chercher à en prendre possession, mais vous n'êtes évidemment pas le seul sur le coup. Plusieurs royaumes, dirons-nous, vont chercher à en faire de même, et donc bien évidemment différentes factions vont essayer de prendre possession des différentes régions qui composent ce continent. L'intérêt, c'est qu'au-delà de sorte de contrôle de territoire via de la gestion de ressources, etc., on aura aussi du city building, de la construction de villes, en plus de la ressource de management et du contrôle de territoire. Et ça, ma foi, c'est relativement intéressant parce qu'en plus de la construction de villes, elle va se représenter physiquement par des miniatures qui vont elles-mêmes aussi venir s'agrémenter de différents niveaux de construction au fur et à mesure. Et ça, c'est assez bien foutu. C'est pas le premier jeu qu'il fait, mais ça reste quelque chose d'assez intéressant et assez rarement vu. Alors, donc Trinity of Rain, pour son pledge de base, ceci dit, est pas donné. Alors, 79 francs suisses. Là, en l'état, j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent un prix en euros ou en dollars, parce que pour l'instant, c'est pas hyper parlant. On verra par la suite. Tiens, je vais tout de suite aller voir ici, notamment, 79 francs suisses. Je vais passer par les yens, bien évidemment. Ça fait 9800 yens. Ça vous fera environ 70 euros, plus ou moins. D'accord, ça veut dire que le franc suisse et l'euro ne sont pas très, très, très différents. OK. Donc, 79 francs suisses. Le jeu devrait être livré théoriquement en décembre de l'année prochaine. Ensuite, passons un petit peu au gameplay. Donc, vous allez essayer de conquérir différents territoires, donc contrôle de territoire, bien évidemment. Vous pourrez envoyer vos guerriers ainsi que vos catapultes pour aller essayer de prendre possession de territoires adverses ou de conquérir de nouveaux territoires qui ne sont pas encore sous contrôle. Ensuite, vous allez essayer d'emmagasiner des richesses pour pouvoir créer vos cités. Et là, c'est là que c'est intéressant à mes yeux, visuellement parlant tout du moins, c'est que vos villes vont venir s'agrémenter de différentes parties, de différents bâtiments que vous pourrez aller ajouter au fur et à mesure de la partie pour gagner en prestige, en richesse. Ensuite, il y a également un pan un petit peu plus spirituel, devrais-je dire, où vous aurez des sortes de druides qui nécessiteront donc de la collecte de ressources, d'ingrédients pour pouvoir fabriquer des potions qui, elles, ensuite pourront vous procurer certains effets capables de renverser un petit peu la vapeur au cours d'une partie. Donc relativement intéressant là encore. Vous pourrez d'ores et déjà tester le jeu sur Tabletop Simulator, certainement pas en français, mais bon, en anglais, si vous n'êtes pas trop allergique, ça peut être une bonne première mise en bouche pour un jeu qui a l'air, je trouve, assez intéressant. Le gameplay, bon, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, donc on ne va pas passer trop de temps, hein, la richesse, les militaires, la religion, enfin le spirituel. On ne va pas passer trop de temps là-dessus, je vous laisse découvrir par vous-même. Sachez également qu'on aura en français une vidéo de la Société des Jeux avec Martin qui vous présente le jeu en 20-30 minutes, j'ai oublié, 20 ou 30 minutes, ainsi que On Joue Tu qui lui présente le jeu également. Donc voilà, tout un tas de petites vidéos disponibles dans différentes langues, et ceci dit, on va passer directement au shipping, puisque de toute façon, il n'y a qu'un seul niveau de pledge, en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura plus par la suite avec des upgrades matériels, je ne sais quoi, des extensions, je ne sais quoi qu'est-ce.
Mais bon, nous, on va se contenter du shipping uniquement. Le shipping pour l'Union européenne, sauf l'Allemagne, pour lequel ce sera beaucoup moins cher, pour laquelle ce sera beaucoup moins cher. Pour la France, ce sera 18 francs suisses, donc une quinzaine d'euros environ. Même chose pour les Belges, j'imagine. Oui, même chose pour les Belges, pour les Luxembourgeois également. Ensuite, pour les Canadiens, 25. Bon, ça commence à faire un petit peu plus cher. La Suisse, 17. Pour le Japon, au cas où, 30. Ça pique un peu. Le jeu m'intéresse un petit peu, c'est vrai, mais pas au point d'aller mettre 30 $ en frais de port en plus. La TVA sera ajoutée, quant à elle, dans les frais de port. Donc pas dans le Play Manager, mais dans les frais de port, apparemment. Donc voilà pour ce qui est donc de ce premier jeu de Raphaël Bolliger, à savoir donc Trinity of Rain, un jeu qui est assez intéressant sur le papier, peut-être un petit peu cher, mais bon, il y a des miniatures, bon, certes. J'aurais bien aimé que ce soit un tout petit peu moins cher quand même. Mais bon, en tout cas, 159 contributeurs à 26 jours de la fin de la campagne. Pour l'instant, on n'est pas encore financé. On continue avec The Nano 9 Games, avec 3 jeux cette fois-ci, Railways, City Planner et Empire. Donc c'est un triple projet, en fait, un projet qui présente 3 jeux d'un coup, et ça nous vient de Alban Viard, encore une fois, qui est un habitué maintenant des Kickstarter. 3 petits jeux, hein, donc Nano, c'est une nouvelle gamme de chez lui, hein, de Alban Viard. Le jeu est bien évidemment disponible, enfin les jeux sont évidemment disponibles en version française, puisque Alban Viard lui-même est francophone. Je ne sais pas s'il est français, mais je pense que oui, parce que ça nous vient de Bone. Ce sont des jeux qui se basent exclusivement sur le chiffre 9 pour leur conception en fait. Chaque jeu est composé de 9 cartes, de 9 dés et de 9 cubes. Et à partir de là, on part vers des jeux typiquement euro, mais avec un matériel très très réduit, tout en essayant d'en faire quand même des jeux suffisamment, comment dirais-je, meaty en anglais, donc des jeux qui ont un peu de viande, un petit peu de contenu, et un vrai intérêt en termes ludiques, une vraie profondeur ludique. Donc un vrai challenge, un exercice de style, j'ai envie de dire. Faire un jeu euro avec si peu de composants, c'est quand même quelque chose de pas si facile que ça. Alors donc, je vais passer très rapidement parce qu'il y a 3 jeux, donc je ne vais pas prendre trop de temps non plus. Vous aurez donc d'abord, pour commencer, Railways, donc encore un jeu sur la thématique des trains, bien entendu, il y en a quand même beaucoup, hein. C'est une thématique redondante et populaire. Ici, il va bien entendu s'agir d'un jeu de pick-up and deliver, donc de livraison d'un point A à un point B, avec 9 cartes, 9 dés, 9 cubes. Vous allez construire votre petite ville avec 4 cartes de votre choix, et ensuite il vous restera 4 autres cartes pour effectuer différentes actions, telles que par exemple construire une ligne de chemin de fer, en fait, simplement, construire un bâtiment, bouger un passager d'un point A à un point B, récupérer de l'argent, diminuer la pollution, pardon, pas la population. Et puis en fait, il y a différents donc, systèmes de combos et d'icônes que vous pourrez entremêler les uns aux autres. Et la dernière carte, elle, est utilisée pour en fait, comment dire, suivre l'évolution du score, de la pollution et de l'argent, tout simplement. Vous pourrez également tester le jeu déjà sur Tabletopia. Alors sera-t-il disponible en français? J'ai pas regardé, j'ai pas cherché à savoir, mais ça n'a pas l'air très compliqué, et en plus c'est dénué de texte, pardon. Donc il suffit de lire un petit peu les règles, c'est pas très très lourd, vous l'imaginez bien. Ensuite, on part sur City Planner, qui est donc le jeu en collaboration entre Alban Viard et Todd Sanders, qui là encore une fois, vous aurez compris le concept, hein, 9 cartes, 9 cubes, 9 dés. Là, on est sur un jeu de construction de ville, bien entendu, avec différents quartiers, donc des quartiers résidentiels, commerciaux, industriels, culturels, et donc bah, on essaiera en fait de construire une ville le plus efficacement possible, tout simplement. Là encore, sur Tabletopia, vous pourrez tenter l'expérience. Et puis enfin, on aura Empire, qui est donc un jeu créé uniquement par Todd Sanders, pour encore une fois un joueur, 20 à 30 minutes. Et dans celui-ci, c'est un jeu en fait de placement d'ouvriers. En fait, vous allez utiliser les dés en tant que ouvrier pour récupérer différentes ressources telles que des briques, de l'acier, du tissu, du papier, du bois, etc. Et puis à partir de là, vous allez essayer de construire des usines, en fait, tout simplement, connectées par des chemins de fer, et puis elles vont produire plus ou moins de ressources, etc. Voilà, donc 3 petits jeux solo, jouables d'ores et déjà sur Tabletopia pour essayer de les découvrir un petit peu, avec des composants assez minimalistes, des boîtes toutes petites, faciles à ranger et à transporter, avec uniquement, donc je le rappelle, 9 cartes, 9 dés, 9 cubes et un petit livret de règles par boîte.
Sachez qu'il y aura également d'autres jeux dans cette gamme à l'avenir. Pour l'instant, ce sont les 3 premiers, mais il y en aura d'autres. Et puis, on va pouvoir passer aux rewards, donc aux différents niveaux de pledge. Le premier, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est un jeu. Le deuxième, c'est 2 jeux. Le troisième, suspense, c'est 3 jeux. Alors, 18, 36, 45. Alors évidemment, financièrement parlant, le pledge avec les 3 jeux est un petit peu plus intéressant parce qu'il vous permet de faire une petite ristourne, puisque la 18, 36, c'est le double. Par contre, 36 à 45, on n'ajoute que 9 $, 9 euros, pardon. Donc c'est un petit peu plus intéressant. Reste à voir si les 3 vous intéressent. C'est relativement abordable, 3 jeux pour 45 euros, c'est pas non plus très très cher. Reste à voir si c'est susceptible de vous plaire ou pas. Empire m'a l'air assez intéressant. Railways, thématiquement, c'est moins ma came, mais pourquoi pas. City Planner, c'est plus la direction artistique qui ne m'attire pas du tout. Pour l'instant, j'ai déjà quelques jeux de ce type-là. Pourquoi pas en ajouter quelques-uns? Je pense pas que ce sera cette série de jeux, mais bon, ça a l'air intéressant malgré tout. Pour l'Europe et la France particulièrement, ça reste intéressant en termes de frais de port également, parce que les boîtes sont toutes petites. Donc, si vous choisissez 1, 2 ou 3 jeux, c'est 4, 5 ou 6 $, donc vraiment abordable. Pour la Belgique, c'est la même chose. Pour le Liechtenstein, le Luxembourg, c'est la même chose, hein, donc pas de problème. Pour le Canada, c'est un tout petit peu plus cher parce que c'est plus loin. Et pour chez nous, en Asie, au Japon, où êtes-vous? Ah, c'est ici. Japon, 4, 7, 10, c'est un peu pareil que le Canada, du coup. Sachez également que la TVA est visiblement déjà incluse. Il n'y aura pas d'ajout donc de TVA lors du Pledge Manager pour la simple et bonne raison qu'il n'y aura pas de Pledge Manager de toute façon. Donc voilà pour ce qui est de cette nouvelle gamme en provenance d'Alban VR, donc la gamme des Nano9 Games. Assez intéressant. Je serais curieux de voir si on peut vraiment retranscrire les sensations d'un vrai jeu euro avec uniquement 9 cartes, 9 dés et 9 cubes à voir. En attendant, le projet est déjà financé avec 403 contributeurs à 26 jours de la fin de la campagne, soit déjà 1000 € de plus que nécessaire. On continue avec Karigar et Taj, les artisans du Taj Mahal, un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 90 minutes et 14 ans et plus. Et c'est assez rare pour être noté, c'est un jeu qui nous vient d'Inde. Il s'agit ici d'un jeu de placement d'ouvriers, en gros, avec un marché également. Vous allez essayer, en fait, tout simplement, historiquement, c'est assez véridique, d'aller, en fait, construire un palais en l'honneur de la défunte reine, je crois. Enfin, je ne sais pas comment on appellerait ça, mais bon, dans notre culture à moi, ce serait l'équivalent d'une reine décédée, et donc son mari, fou de tristesse, décide de lui construire un palais, et ce sera donc le Taj Mahal. La vidéo d'ailleurs d'introduction est assez bien présentée de ce point de vue-là, et c'est également en termes de gameplay, bien évidemment. Un petit aperçu du jeu et de sa présence sur la table. Alors vous le voyez ici, on aura donc chacun un paravent avec des ressources cachées, bien évidemment, quelques ressources sur le côté, et un marché qui va changer de tour en tour. Vous irez y apposer vos ouvriers pour aller récupérer différentes ressources et potentiellement réussir à aller placer une partie du Taj Mahal, puisqu'en fait ici l'illustration du Taj Mahal est divisée en plusieurs parties, et vous allez recouvrir les parties d'une carte en fait pour mentionner que vous avez construit cette partie du Taj Mahal, tout simplement. Et à la fin de la partie, la personne ayant le plus participé à la construction de ce magnifique palais qui traverse les âges aura sa place, aura gagné sa place aux côtés de l'empereur à la fin de la partie. Alors, qu'y a-t-il donc dans la boîte? Vous avez déjà vu un aperçu ici, on va passer rapidement. Donc le plateau, les différents workers, il y en aura 4 workers, je prononce ça comme un gros barbare anglais, quoi. Vous aurez donc le plateau, les différents ouvriers que vous pourrez utiliser, il y en aura 4 par joueur. Ensuite, il y aura 32 marqueurs pour les joueurs, donc 8 par joueur. 2 éléphants également, je sais pas, je n'ai pas cherché à savoir ce qu'ils faisaient. Les cartes de bazar, les cartes d'alliance également, des cartes de niveau, 36 cartes de bakshish qui n'ont pas du tout le même sens apparemment que chez nous, parce qu'en fait ce sont des faveurs du sultan, enfin de l'empereur, qui vous permettent d'obtenir certaines ressources ou certaines capacités spéciales durant la partie, selon ce que vous aurez réussi à accomplir. Des cartes de ressources de base, des blueprints, donc en fait des cartes que vous recevez en début de partie, j'ai l'impression, qui vous donnent en fait des missions secrètes, genre il faut que vous construisiez ces parties-là par exemple. Ensuite, on aura des pièces en carton, bien évidemment, des ressources, etc. Différentes parties du Taj Mahal que vous allez apposer sur l'illustration du plateau de base pour stipuler que ça a été construit. Et puis les paravents, bien entendu.
Ensuite, on a aussi une version déluxifiée. Qu'est-ce qu'elle viendra nous ajouter? Eh bien, tout simplement des pièces de métal, en fait, hein. Les pièces d'argent en métal et les pièces d'or en métal, et puis également une miniature en résine de Shah Jahan. Alors, qui est-ce? J'ai pas fait de recherche là-dessus, désolé. Mais également des ressources en bois, cette fois-ci, donc un peu plus classe quand même, et puis quelques petites ressources supplémentaires également. Alors ensuite, les pledge levels. Alors vous le voyez, il y a des pledge levels qui sont grisés puisqu'ils ne sont plus disponibles, c'était des early bird. Donc on passe directement au pledge suivant, le pledge courtier, je crois, oui c'est ça, courtier, à 35 dollars, vous donnera l'édition de base, donc un jeu pas très cher, 35 dollars, franchement c'est plutôt abordable. Après le matériel n'est pas fou non plus hein, dans l'édition de base, mais quand même c'est sympa. Ensuite, pour l'édition Patreon, 60 dollars pour avoir l'édition Deluxe qui s'accompagne, donc je l'ai dit tout à l'heure, des pièces de métal ainsi que des tokens de ressources en bois et la petite statue en résine du Shah Jahan. Donc les deux étant des exclusivités Kickstarter pour 60 dollars, ce qui n'est pas non plus extrêmement cher compte tenu des 60 pièces de métal quand même, en plus du jeu déjà précédemment vu dans l'édition de base bien évidemment. En plus de ça, les marqueurs, enfin les tokens, pas les tokens, pardon, les meeples, je perds mon vocabulaire. Les meeples d'artisans et d'éléphants sont aussi avec le screen print dessus, donc en termes de matériel, c'est pas mal du tout. C'est pas très très cher. On va voir un peu ce que ça donne au fur et à mesure de la campagne, ce qu'ils arrivent à débloquer peut-être en termes de stretch goals. Voilà pour ce qui est donc du jeu. Et maintenant, peut-être les frais de port rapidement. On peut le tester sur Tabletopia. Donc ça aussi, c'est un truc intéressant. On peut déjà tester le jeu sur Tabletopia pour se faire une première idée. Pourquoi pas? Ceci dit, le jeu n'est pas disponible en français, hein, bien évidemment. Le shipping. Donc le shipping, les frais de port seront gratuits pour l'Inde. Je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde. Peut-être qu'il y a encore une petite diaspora de Français à Pondichéry, peut-être. En tout cas, pour le Canada, c'est 15 dollars, que ce soit l'édition de base ou la Deluxe d'ailleurs. Et pour l'Union européenne, c'est 15 dollars également. Le Japon également. Comme vous pouvez voir, c'est quand même 15 dollars majoritairement, sauf dans certains pays un peu plus isolés. Mais en gros, les frais de port ne sont pas trop chers non plus. Un peu plus si vous ajoutez des add-ons éventuellement. Donc voilà, en tout cas, pour ce premier projet créé par Falgun Polepali, Carrière Héritage, 214 contributeurs, le jeu est déjà financé, avec 12 000 dollars sur 8 000 nécessaires pour le produire. Donc un petit succès assez inattendu. Donc bravo à eux. On continue avec Totems and Taboos, qui vous permet de créer votre propre religion. N'avez-vous pas rêvé de créer votre propre religion? Est-ce qu'on pourra créer le pastafarisme? J'espère. Bref, il s'agit d'un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 90 minutes et pour des joueurs de 12 ans et plus. Donc un petit jeu avec une direction artistique assez particulière. En fait, moi je m'attendais à un jeu qui, comment dirais-je, prend un peu le pied de nez des différentes religions, ce qui est déjà un petit peu le cas effectivement quand même. Mais en fait, ça a l'air plus sérieux que ce que je l'imaginais. En tout cas, pour l'instant, le jeu n'est pas financé. On est à 11 300 € sur 25 000 nécessaires pour ce projet qui nous vient de Belgique, plus précisément de Ghent. Donc, un jeu qui vous permet de créer votre propre religion à base de dés. En fait, vous allez tout simplement essayer de construire une tour à partir de vos jets de dés et des différentes, entre guillemets, factions. Ce ne sont pas des factions, mais on va appeler ça comme ça, pour construire une religion plus puissante que les autres et ainsi contrôler l'humanité, sachant que en plus des 4 joueurs disponibles déjà dans le jeu de base, hein, de fait, les stretch goals pourraient potentiellement amener ce nombre de joueurs jusqu'à 6 potentiellement. Alors, une petite description des différents dés. Vous aurez des dés d'amour, des dés représentant la mort, la vérité, la peur, la vie et encore la foi. Donc, c'est à partir de ces différents dés que vous allez construire une sorte de totem, donc d'empilement de dés pour représenter en fait votre religion. Vous allez dans ce jeu construire un deck avec différentes cartes de commandement pour faire grandir votre pouvoir, mais également pour aller pourrir vos concurrents en fait, hein. Il y a tout un système de combos qui se base sur les couleurs, les oranges affectant les rouges, mais également les jaunes affectant les oranges, mais également les verts, ainsi de suite.
Les cartes de commandement pourront également vous permettre de modifier un petit peu la face des dés, par exemple, en convertissant des esprits faibles en serviteurs, en upgradant des serviteurs en clercs et en sacrifiant des clercs pour construire des sanctuaires. C'est assez sombre finalement, hein. Et donc, la fin de partie est déclenchée quand l'un des joueurs arrive à faire un totem de 6 dés superposés les uns aux autres, avant les autres. Petit détour du côté des pledge levels. Bon, le 1 € pour accéder au Pledge Manager, bien évidemment, mais le jeu de base, lui, coûtera 45 € au lieu de 50 en magasin, apparemment, donc un petit discount de 10% en Early Bird. Ensuite, vous aurez aussi des add-ons, un 5 € pour l'instant pour un add-on qui s'appelle Human Soul. Je ne sais pas très bien en quoi ça consiste. J'ai l'impression que c'est juste une sorte de certificat d'authenticité pour dire que vous avez le jeu, que vous avez participé à la campagne, je ne sais trop quoi. Vous pourrez également aller tester le jeu sur Tabletopia pour vous faire une petite idée. Le jeu sera-t-il disponible en français? C'est une question qui peut se poser vu que le jeu nous provient de Belgique, mais pour l'instant, je n'ai pas vu de mention sur la langue française. Vous aurez également un petit aperçu des différentes cartes de commandement et de ce qu'elles peuvent vous permettre de faire, hein. Je vous laisserai un petit peu découvrir. Chacune des cartes et des couleurs propose des effets un petit peu différents en termes de choix de dés, de phase de dés, etc. Passons aux frais de port. Pour la Belgique, 6 €, pour le Luxembourg, 8, la France, 9, tout autre pays francophone, Canada, 22, et le Japon, 31. Ouh, ça pique. La Suisse, 21. D'accord. Donc bon, si vous êtes en France, ça reste à peu près abordable. C'est pas un jeu très cher, ça peut être assez marrant, le thème est assez original aussi. Donc, à voir. J'ai envie de dire pourquoi pas, hein, mais pour l'instant, 257 contributeurs, on est assez loin du seuil de financement, on n'a pas encore atteint la moitié. Ceci dit, il reste 26 jours avant la fin de la campagne. On continue avec Snackbox Minigame Series Collection 1, ce qui veut dire qu'il y aura une Collection 2, 3, 4 éventuellement. Alors là, par contre, ça dépend éventuellement du succès de celle-ci, puisque pour l'instant, on est à 5 995 $ australiens sur 18 000 nécessaires, donc à peu près un tiers du seuil de financement pour 4 jeux. C'est toujours un petit peu casse-gueule, et je dis pas ça parce qu'il y a un jeu de skate dans le tas, c'est toujours un petit peu casse-gueule de faire une campagne composée de plusieurs jeux à la fois. Parce qu'évidemment, bah, c'est pas forcément facile d'attirer tout le monde sur 4 jeux différents, avec en plus des thématiques aussi radicalement différentes. Le point commun, ce sont de tout petits jeux, hein, donc Snackbox, vous l'imaginez, c'est très petit. Et on aura 4 thématiques, je disais, très différentes, avec des méduses, du skateboard, des tacos et une course à l'espace. On commence avec Ilukanji pour 2 à 3 joueurs, 10 minutes, 8 ans et plus, vraiment des petites parties très rapides. Pareil pour Skate Park avec 2-3 joueurs, 10 minutes la partie pour les joueurs de 8 ans et plus. La même chose pour Chinchimangas and Tacos de 3-10 minutes. Et petite différence uniquement pour Slingshot, qui lui peut être joué de 2 à 4 joueurs et non pas de 2 à 3 joueurs. Mais là encore, 10 minutes. Donc vraiment 4 jeux pour 10 minutes chacun, 2 à 3, voire 2 à 4 pour Slingshot. Donc ce sont de tout petits jeux, vraiment faciles à sortir en 10 minutes sur un coin de table. Ils sont tout petits, donc évidemment faciles à sortir. Vous avez un petit aperçu de chacun des 3 jeux ici. Bon, je ne vais pas présenter en détail, hein, bien évidemment. Là, par exemple, on vous présente via une sorte de graphique les 4 jeux. Pardon. Skate Park, avec ici donc, du decision making assez consistant, du push your luck, donc on va essayer de pousser sa chance, quitte à perdre ce qu'on a pu gagner précédemment. Chimichangas and Tacos. Alors là, on est encore une fois sur un jeu avec beaucoup d'interactions, une forte rejouabilité, très facile à prendre en main, avec beaucoup de décisions, un petit peu de chance. Slingshot, avec là très peu d'interactions entre les joueurs, pas mal de chance, assez familial également, mais un petit peu plus complexe apparemment, avec donc différentes planètes et quelques dés, avec bien évidemment un vaisseau par personne, je pense, et un petit peu de ressources apparemment aussi. Donc voilà, les roquettes pour les 4 joueurs, 9 planètes. Oh, je suis dans le jeu, ça me fait plaisir, merci. Alors là, franchement, MNKYMN Games, hein, je sais pas comment on prononce votre nom, mais merci, c'est gentil. Je le mérite, bien entendu. Donc voilà, tous ces 4 petits jeux, assez abordables, très familiaux. C'est tout petit, ça se sort très facilement, 10 minutes sur un coin de table. Pourquoi pas? Il y a de plus en plus de jeux dans ce genre de catégorie.
C'est assez charmant sur le principe. Après, est-ce que ça tient ses promesses en termes de gameplay? Ça, c'est à voir. Pour les différents niveaux de pledge, alors on aura du print and play, les 4 jeux en print and play pour 12 $, ce qui est pas très cher. Bon, après, c'est un petit peu moins agréable en termes de matériel. Ensuite, vous aurez l'occasion de prendre un jeu pour 22 $. Et c'est là que le bât blesse un petit peu, c'est que le jeu à l'unité, c'est assez cher quand même. Pour des boîtes aussi petites, je pensais qu'on allait tabler sur moins de 10 $ la boîte, et pas du tout. 22 $ une boîte, 42 $ deux boîtes, 57 $ trois boîtes et 60 $ quatre boîtes en early bird jusqu'à 300 backers. Sinon, ce sera 68 une fois que les 300 backers seront dépassés. Donc 68, autant aller chercher les 3 jeux de Alban Viard, qui est un auteur plus connu déjà, avec des frais de port certainement moindres puisque c'est français, plutôt que ces 4 jeux relativement chers, provenant d'un éditeur assez méconnu. Les frais de port, les voici. Alors, tout est en dollars australiens. Non, il y a aussi, d'accord, il y a aussi la devise locale, donc ça, c'est plutôt cool. Alors, pour le Canada, on est sur du 12, 16, 24 selon votre niveau de pledge, enfin, selon le nombre de boîtes, en fait, que vous allez acquérir. Vous pourrez obtenir plus de 4 boîtes, hein, vous pouvez en aller jusqu'à 8, si vous faites une sorte de mini pledge groupé, en gros. Pour l'Europe, donc la France, bien entendu, 14, 18, 24. C'est pas spécialement donné, hein, vu la taille des boîtes qui sont très très petites, on aurait pu espérer un petit peu moins également. Pour l'Asie, c'est 16, 21, 30. Ok. Bon, bah, c'est pas donné quand même. J'aime bien le concept, c'est assez charmant, le matériel est pas vilain du tout. J'aime bien le fait que si les 4 jeux proposent des thématiques totalement différentes, des gameplays un petit peu différents également. C'est très familial, c'est facile à sortir, mais c'est un petit peu trop cher, je trouve, pour ce que ça propose. Et d'ailleurs, pour l'instant, bah, c'est assez loin de financer. On est donc à environ 6 000 $ australiens, 105 contributeurs à 27 jours de la fin de la campagne. On continue avec Power 62 Delta, mais jeu sur lequel on va passer une poignée de secondes à peine parce que ça visiblement pas touché le public du tout, du tout, du tout. On est à 9 contributeurs actuellement, soit à peu près 700 $ sur 31 000 requis. Donc, autant dire que ça va annuler quoi qu'il arrive, ça va vraiment mal se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il propose une version 1.0, une version 2.0, une version 1 qui possède uniquement des standees, alors que la version 2 propose plein de petites miniatures. En fait, c'est un jeu d'échecs, plus ou moins. Ils se sont largement inspirés du jeu d'échecs, ils le disent d'ailleurs eux-mêmes, pour ensuite y ajouter tout un tas de mécanismes, y compris des cartes de déplacement, des cartes de trous noirs, etc., dans comment dirais-je, une thématique de sci-fi, en fait, de science-fiction, hein, avec des vaisseaux, de la conquête, etc. Mais en gros, ça se base sur le jeu d'échecs. Mais le truc, c'est que c'est quand même particulièrement vilain. La direction artistique est vraiment, vraiment très amateur. C'est parfois appréciable, c'est pas le cas ici. C'est juste vraiment pas joli, quoi, en fait. Bref, en plus de ça, bon, comme vous pouvez voir, il y aura plein de miniatures si vous prenez la 2.0. Et du coup, bah, plein de miniatures, ça veut dire que le prix sera aussi assez conséquent. Donc, mais même l'univers, je sais pas, il y a rien qui me tente là-dedans, en fait. C'est vraiment mal foutu, je trouve. Donc, je suis un peu désolé d'avoir à le dire comme ça, mais ouais. De toute façon, pour l'instant, ça fait pas vraiment un résultat convaincant, hein, il faut bien l'avouer. Donc pour l'instant, de toute façon, hein, je pense qu'on ne va pas m'attarder plus que ça. Si vous voulez la version 1.0, c'est 48 $. Si vous voulez la version 2 avec toutes les figurines qui vont avec, c'est 235 $. Donc c'est quand même vachement cher pour un jeu qui a un gameplay qui, semble-t-il, n'attire pas spécialement les gens. Et puis une page qui vend pas vraiment du rêve, quoi, hein, simplement. Pour ce qui est du shipping, si jamais vous êtes donc dans l'Union européenne, c'est apparemment 29, 78, 90 ou 108 $, j'imagine, USD dollars. Donc, ok, tous les prix sont en dollars. Et donc, ça dépend essentiellement du pledge que vous allez choisir. Mais ça peut monter très, très, très cher, y compris d'ailleurs aux États-Unis, 88 $ de frais de port si vous prenez le tier 4. Parce qu'il y a aussi deux autres niveaux de pledge que je n'ai pas évoqués qui sont à 315 et 1000 $. Je ne vais pas non plus passer trop de temps là-dessus, parce que vraiment le jeu ne va pas ne va pas financer de toute façon, bien, bien, bien loin de là. Donc bon, je sais que quelqu'un avait voté sur le petit vote que j'avais proposé la semaine dernière pour Delta, mais non, visiblement, ça ne sert à rien de prendre trop de temps, ça ne marchera pas.
Et il y a vraiment quelque chose à repenser dans la campagne et certainement dans le jeu aussi et dans sa présentation pour pouvoir attirer un petit peu les gens parce que pour l'instant, ça marche pas du tout. Donc 9 contributeurs à 26 jours de la fin de la campagne, mais ça se finira certainement bien avant ça. On continue avec Elemental qui nous revient, puisqu'en fait, Darkwood Games avait déjà proposé ce jeu il y a un peu moins d'un an, peut-être 6 mois si je me souviens bien. C'était quand? C'était en juillet, d'accord, donc il y a 5 mois à peine. Et le financement s'était terminé sur un échec. La campagne n'avait pas été annulée, mais n'avait pas atteint son seuil de financement. C'est désormais le cas. Bon, ils ont fixé un seuil de financement à seulement 15 000 $, donc c'est relativement facile à atteindre, évidemment. Mais ils l'ont dépassé. Ils sont désormais à 16 000 $. 112 contributeurs à 27 jours de la fin de la campagne pour ce jeu de confrontation pour 30 à 60 minutes. C'est des joueurs de plus de 13 ans. C'est un jeu de confrontation qui rappelle un tout petit peu dans son atmosphère et dans ses mécanismes le jeu français qui avait été proposé il y a 7-8 mois peut-être, hein. J'ai un peu perdu la notion du temps. Arakan Wars, vous le retrouverez parmi les 5-10 premiers menus crowdfunding, j'imagine. C'était un très joli jeu. Elemental l'est un peu moins, mais ça reste pas dégueulasse visuellement. C'est pas moche, c'est pas non plus très joli pour être tout à fait honnête. C'est un peu le même principe, hein, enfin, sauf qu'il y a des mouvements. Vous allez avoir une grille voilà, qu'on entrevoit ici. 2 joueurs, un de chaque côté du tapis, ou du plateau d'ailleurs. C'est une grille par 4 par 4, je crois, hein, c'est un 4 par 4. Et vous allez poser des cartes sur ces grilles en dépensant du mana, en fait, de l'énergie élémentaire, pour pouvoir placer vos cartes. Et ensuite, selon les placements de vos cartes, vous pourrez attaquer ou vous défendre face à certaines attaques de votre adversaire. Le but étant, bien entendu, de le vaincre en bout de course, quoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour l'instant, si on regarde juste le matériel que l'on peut voir d'ores et déjà ici, on aura apparemment 2 tapis de néoprène, un livret de règles, 16 dés et 582 cartes. Donc ça fait quand même un sacré paquet de cartes, donc il y aura pas mal de combinaisons. Le How to Play vous décrit un petit peu les différentes cartes et leurs coups, leurs actions, etc. Donc vous aurez ici, donc, contrairement à Arakan Wars, des flèches sur les 4 côtés, hein, donc en haut, en bas, à droite, à gauche, pour vous indiquer la puissance d'attaque de l'unité que vous aurez posée. Ici, vous aurez le coup comment dire, en ressources élémentaires, sa santé, sa puissance défensive et sa capacité de mouvement. Et puis également des capacités parfois actives ou passives pour chaque unité également. Voilà. Après, donc, il s'agit essentiellement d'un jeu de confrontation, donc vous pouvez imaginer un peu comment ça marche, hein. Vous allez invoquer une créature, une unité sur le tapis, sur une certaine position, ensuite essayer de la déplacer au fur et à mesure pour aller attaquer et vaincre votre adversaire au final. Donc rien de très révolutionnaire, c'est pas très joli en plus, mais au moins cette fois-ci, ça a financé. Vous pouvez, si vous êtes un petit peu amateur du genre et que vous êtes un petit peu sensible à la direction artistique, pourquoi pas, tester le jeu sur Tabletop Simulator. Attention, par contre, il n'est pas disponible en français durant la campagne. Il y a très peu de chances qu'on le voit un jour en version française, parce que ça ne va pas faire un gros succès, soyons honnêtes. Le jeu de base vous coûtera 40 $, et avec tous les stretch goals, bien entendu, débloqués au fur et à mesure de la campagne, même si pour l'instant, j'imagine qu'ils seront assez peu nombreux. Vous aurez 77 cartes par élément, à savoir donc l'eau, le vent, la terre, la lumière, l'obscurité et le feu. Ensuite, tout un tas de dés, les 2 néoprènes que j'ai mentionnés tout à l'heure, hein, 2 tapis de néoprène. Ensuite, il y a une version premium pour 60 $, qui vient ajouter encore plus de cartes, et y compris certaines cartes avec un petit effet holographique, donc une finition un peu plus sympa. Après, on aime ou on n'aime pas l'effet holographique, mais bon, ça peut être assez sympa si c'est bien fait. Ce n'est pas toujours bien fait. Donc 120 cartes supplémentaires, hein. Quelques petits stretch goals supplémentaires qui ont déjà été débloqués. On aura peut-être des tokens en bois à venir pour remplacer ceux en plastique ou en carton, j'imagine, plutôt en carton. Ensuite, on vous présente rapidement les éléments. Bon, vous connaissez un petit peu les éléments, j'imagine, hein. Vous êtes vous aussi terrien, donc pas de problème à ce niveau-là. Enfin bref, c'est pour vous dire qu'en fait, chacun des éléments a bien évidemment des mécanismes un tout petit peu différents, vous permet de faire certaines choses que d'autres éléments ne vous permettront pas de faire, notamment. Hein, donc, par exemple, la lumière vous permettra, entre autres, de vous guérir ou de guérir vos alliés, alors que l'obscurité vous permettra, par contre, de transpercer les armures, les protections de vos adversaires, par exemple. Ensuite, passons directement aux frais de port, sans perdre trop de temps. Alors, les frais de port sont ici. Pour l'Europe, avec France, Benelux, donc la Belgique compris, ce sera donc 14 $ pour le jeu de base.
Et pour chaque boîte supplémentaire, ce sera 6 $. Donc que vous preniez l'édition de base ou l'édition deluxe, deluxe, plutôt premium devrais-je dire, ce sera 14 $, quoi qu'il arrive. Par contre, si vous en ajoutez encore une, voire plusieurs, eh bien, ce sera l'occasion d'économiser un petit peu sur les frais de port, parce que chaque boîte additionnelle coûtera 6 $ de plus. Donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là, si vous êtes intéressé et que vous réussissez à trouver 3, 4, 5, 6 personnes autour de vous qui pourraient être intéressées également, pourquoi pas, ça permettrait de réduire un petit peu les frais de port qui sont déjà de base pas spécialement très, très onéreux. Pour le Canada, juste pour nos amis francophones du Canada, c'est 16 $. Bon, ça revient plus ou moins au même. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Elementile, 112 contributeurs à 27 jours de la fin de la campagne. Suivant. Et vous pouvez imaginer qu'avec l'illustration que vous avez sous les yeux, ça va aussi pas prendre très très longtemps. Il s'agit de Bitcoinopoly, mélange de Bitcoin et de Monopoly, comme vous l'aurez sans doute imaginé. Et là encore, malheureusement, ce n'est pas encore financé, puisqu'on est à 2275 livres sur 5555 nécessaires pour dépasser le seuil de financement à 29 jours de la fin de la campagne. Ceci donc une campagne relativement longue pour le projet qui pourrait peut-être réussir à financer sur le long terme, mais bon, ce ne sera pas un gros soir quoi qu'il arrive. C'est un projet qui nous vient de Londres et de Patrick Fordham, dont c'est le premier projet sur Kickstarter, mais ce n'est pas le premier jeu apparemment de ce professeur de jour, créateur de jeux la nuit, et qui donc va nous présenter un jeu qui est un peu du grand n'importe quoi, hein. On va jouer avec des crypto-monnaies, bien entendu, on va jouer avec Elon Musk, avec tout un tas de mimes Internet, hein, comme vous le voyez ici, certains personnages bien connus du monde d'Internet. Bon, c'est des cartes d'action, c'est de la gestion de main avec comment dirais-je, j'allais dire direction artistique, mais même pas en fait, c'est même pas une direction artistique, c'est des petites images photoshopées ou chopées gratuitement sur Internet, à partir desquelles il a fait des cartes avec un design tout à fait basique, que même moi je pourrais peut-être faire après tout, hein, c'est possible. Donc c'est pas très joli, mais bon, ça pourrait être tout à fait fun malgré tout, hein. C'est essentiellement donc un jeu de gestion de main, avec un petit peu de Take That, bien évidemment. Rien de très folichon là-dedans. Le jeu de base vous coûtera 20 livres pour 12 ans et plus, de 2 à 5 joueurs et des parties de 30 minutes environ. Sachant que les frais de port ne seront pas imposés aux Anglais ainsi qu'aux Américains. Pas de frais de port pour les Anglais ou pour les Américains. Pour les autres, on verra après. Vous pourrez aussi éventuellement aller chercher un mug, voire un t-shirt aussi, pourquoi pas. Si vous voulez les deux, vous pourrez faire un petit pack groupé avec le jeu plus un mug plus un t-shirt, mais bon là on s'en fout un peu je pense. 35 livres si vous voulez deux boîtes du même jeu. Bon après il y a encore des mugs et des t-shirts, mais bon là encore une fois on s'en fout un petit peu. Vous avez un petit how to play, mais bon je vous ai un petit peu résumé en gros, hein, c'est juste essentiellement de la gestion de main. Le but du jeu, c'est d'être le premier joueur à compléter 3 sets de crypto-monnaies de différentes couleurs. Et c'est à peu près tout. Donc, bon, il y a une gestion de main, un petit côté cette famille. Bon, c'est pas très folichon, hein. Pour ce qui est des frais de port, j'ai rien vu de très particulier sur la page. Donc, j'imagine qu'il faut certainement aller voir son propre pays. Et à partir de là, on a des frais de port qui s'affichent. Est-ce que c'est vraiment 5 livres pour le monde entier? J'en doute un petit peu. Je ne sais pas trop bien comment ça se passe à ce niveau-là. Ce n'est pas très précis. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur le jeu et les frais de port qui l'accompagnent. Mais bon, soyons honnêtes, Bitcoinopoly, il y a peu de chances que ça ravisse beaucoup de gens parmi vous. Donc, 66 contributeurs pour l'instant, à 29 jours de la fin de la campagne pour Bitcoinopoly. Et sur ce, c'en est fini des mentions honorables de la semaine. On va passer maintenant aux 5 gros projets de la semaine. On enchaîne avec Monster Apocalypse Board Game. Alors, c'est le nouveau jeu, le nouveau projet de Mythic Games. Je devrais plutôt dire nouveau projet que nouveau jeu, puisque c'est un jeu qui est déjà préexistant, mais que Mythic Games relance. Alors, Mythic Games que vous connaissez déjà bien. On a d'ailleurs l'habitude de les voir sur Kickstarter. Pour certains des projets les plus connus de chez eux, vous aurez par exemple récemment Six Siege, mais plus connu encore, on avait aussi Darkest Dungeon, on avait eu Hell aussi. On avait encore Super Fantasy Brawl, bien évidemment, Solomon Kane aussi. Bon, bref, que des gros projets qui font tous de très jolis scores en règle générale. Donc, a priori, ça devrait être le cas aussi pour Monster Apocalypse, même si ça devrait être un petit peu moins bien accueilli que d'autres jeux
puisque c'est un jeu préexistant, je pense. Et puis après, peut-être le thème des kaiju, c'est pas forcément quelque chose qui attire autant de personnes qu'on pourrait le penser. Donc c'est un jeu de kaiju, disais-je. Les kaijus sont donc ces grosses bébêtes, ces gros monstres qu'on a dans la culture japonaise un peu ancienne. On les voit plus tellement maintenant, mais enfin un peu dans les mangas quand même, soyons honnêtes. Mais en gros, c'est Godzilla, quoi, en gros, hein. Et donc en fait, bah, la ville est assaillie par tout un tas de monstres que vous pourrez aller contrôler. Et le but, c'est essentiellement de se foutre sur la tronche. C'est un jeu très agressif, très rentre-dedans, très brutal, très fun certainement aussi du coup pour 1 à 4 joueurs. Alors c'est surtout 1 à 2 joueurs, mais il vous faudra une extension pour pouvoir jouer jusqu'à 3 et 4 joueurs pour environ 1 heure, et des joueurs de 14 ans et plus, mais encore comme souvent, c'est pas tellement que les mécanismes sont complexes, c'est pas pour ça que c'est 14 ans, c'est juste que bon, il y a des miniatures, etc. Donc c'est le matériel qui justifie plutôt cet âge de 14 ans, plutôt que vraiment le jeu et ses mécanismes. Le jeu est bien évidemment disponible en français, puisque bah, Mythic Games quand même. Alors vous avez déjà un petit aperçu de la présence sur la table que ça pourrait avoir. Il y a des grosses, grosses, grosses miniatures de kaiju bien évidemment, mais également de bâtiments. Il y aura tout un tas de bâtiments que vous pourrez d'ailleurs utiliser à votre avantage pour balancer des monstres adverses sur les bâtiments et donc les endommager encore plus. La ville va être détruite au fur et à mesure par vos combats également. Donc ça aura un impact sur l'environnement, et l'environnement aura aussi un impact sur les combats. Donc ce qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, continuons. Vous avez déjà le livret de règles en français disponible ici. Les règles sont pas spécialement très compliquées, hein. Vous pourrez l'imaginer, pour ce type de jeu-là, c'est quand même pas un jeu très complexe. Alors ensuite, on vous demande aussi pourquoi backer maintenant, pourquoi contribuer durant la campagne. Bon, essentiellement pour faire progresser les stretch goals et donc débloquer encore plus de matériel, parfois même avec des doubles stretch goals. Par exemple, 2 monstres dévoilés en même temps, sachant que certains ne seront peut-être pas disponibles dans toutes les boîtes. À voir, certaines boîtes seront alimentées, puis d'autres. Certaines boîtes, dont la boîte de base bien évidemment, hein, disponible pour tout le monde, mais également parfois pour les extensions. Et puis également, si vous baquez maintenant, vous aurez la miniature des bureaux de Mythic Games apparemment. Donc ça, c'est un petit clin d'œil sympa, mais pas spécialement essentiel. Alors, par contre, attention, je vous dis que c'était très cher. Le pledge de base est déjà à 120 $. Donc, jeu cher, je vous l'avais dit, hein. Bon, en même temps, il y a beaucoup de miniatures de bâtiments, beaucoup de monstres, mais également des mechas, des robots, disons, enfin des robots, comment dirais-je, habités par des êtres humains. Donc, plus un plateau double face. Ensuite, des plateaux représentant les monstres et leurs capacités, tout un tas de petites tuiles, des dés bien également qui vous serviront à activer vos capacités de monstres notamment. Donc il y aura quand même du matos, hein, y compris des tuiles de débris que je n'ai pas aperçues, à moins que ce soit ça peut-être. Bref, tout un tas de matériel assez lourd, hein. Ça va être un gros gros jeu en termes de matériel. Le pledge suivant vous coûtera 159 $, ce qui vous permettra d'avoir une petite remise de 10 $ environ. Le Crusher Pledge s'accompagne donc, en plus de la boîte de base, d'une extension intitulée Battle Royale qui vous permettra de jouer jusqu'à 4 joueurs. Et donc c'est la même chose, mais avec encore plus de monstres, encore plus de bâtiments, bien évidemment. Ensuite, il y a un pledge vétéran qui lui ne coûte que 60 $, mais en fait ce sont tout simplement c'est un pledge pour les joueurs de Monster Apocalypse de longue date en fait, hein, pour les joueurs qui auraient déjà le jeu dans sa version ancienne et qui voudraient encore plus de matos, bien évidemment. Donc plus de dés, plus de monstres, plus de cartes, etc. Ensuite, un petit aperçu sur les miniatures et leur taille. Bon, ça c'est pas très important en soi. On pourra prendre tout un tas de add-ons supplémentaires. Ici, par exemple, on a Simin Corp pour 35 $. Vous aurez encore plus de miniatures et donc de monstres contrôlables pour 35 $. Donc c'est relativement cher l'add-on, mais en même temps, les miniatures sont de très belle facture et elles sont relativement nombreuses. Donc c'est pas si cher que ça en termes de matériel, devrais-je dire. Ensuite, on a l'add-on Battle Royale, donc, que vous avez déjà vu, que vous avez déjà aperçu tout à l'heure, mais si vous n'êtes pas tenté par le pledge de base et que vous voulez uniquement Battle Royale, c'est possible également pour 49 $. Ensuite, passons, il y a un petit détail quand même sur les différentes miniatures qui sont proposées, avec en plus de ça, au-delà de la simple miniature, des éléments de décor que vous trouvez généralement à leurs pieds également, ce qui est plutôt agréable à l'œil, ça apporte un petit peu d'immersion supplémentaire. Alors là, vous avez toutes les unités humaines avec les hélicoptères, les avions, les robots méca, on va dire. Ensuite, les Pterosaurs qui seront donc avec donc Pteradax, Terracan, donc des sortes de dinosaures un petit peu à la Godzilla.
On aura aussi les Lords of Cthulhu, qui sont donc en gros les sous-fifres de Cthulhu, avec Ulgoth, avec Cthulhu-Grosh, enfin ouais, c'est toujours des noms un petit peu à coucher dehors, hein, dans le monde de Cthulhu. On aura les Planet Eaters, donc des aliens. On aura bien d'autres races encore à découvrir. Tout un tas de bâtiments, avec ici des appartements, mais également des bureaux enfin des bâtiments de bureaux, en fait, hein, tout simplement. Un bâtiment pour les défenses humaines, on va dire. Ensuite, des éléments d'une comète tombée sur la Terre. Une porte des enfers, en gros, hein, une porte du vide, si on devait traduire en français. Donc tout un tas de bâtiments, parfois uniques, parfois non, hein. Ici, on a 14 appartements par exemple, mais par contre, ces 4 bâtiments qu'on voit ici sont uniques en revanche. Le gameplay, bon, vous avez quelques gifs qui vous permettent de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe, comment vous allez pouvoir utiliser vos monstres, notamment via les dés et les capacités qu'ils possèdent, les déplacer via leur capacité de déplacement inscrite ici en haut à gauche de leur carte de monstre. Vous aurez tout un tas de petites tuiles un peu partout aussi qui viendront influencer bien entendu le combat. Ensuite, vos dés d'action qui vous permettront d'aller attaquer, d'aller vous déplacer également. Tout un tas d'actions disponibles, bien entendu. Les dés vous permettront également de faire spawner, donc de faire apparaître différents petits monstres des unités un peu plus réduites, avant bien entendu de les déplacer vers des zones plus intéressantes selon vous, et puis bien évidemment, utiliser vos dés d'action pour aller amocher les adversaires. Sachant que pour amocher vos adversaires, vous pourrez aussi les projeter dans les bâtiments et tout ce qui est autour de vous. Ça fait partie du fun vraiment de Monster Apocalypse, de pouvoir détruire un peu tout ce qui vous entoure. Ça fait vraiment film de kaiju et ça, c'est assez jouissif, je pense. Alors ensuite, vous aurez tout un tas de vidéos en français, bien entendu en provenance de Mythic Games, mais pas seulement. On aura une vidéo de Trick Track, je vais prononcer en anglais, mais également de youtubeurs francophones tels que French War Game Studio, c'est français, même si c'est en anglais, ou Nyx encore, qui a fait une vidéo en compagnie de Leonidas, qui est l'un des représentants de Mythic Games. Alors, vous pouvez aussi essayer d'ores et déjà sur Tabletopia pour vous faire une idée. La version est gratuite, bien entendu, et vous pourrez découvrir un petit peu le jeu et son intérêt en termes de gameplay, si ça peut vous satisfaire, si ça peut éventuellement intéresser votre groupe de joueurs. C'est pas forcément un jeu pour tout le monde, c'est pas forcément une thématique pour tout le monde non plus. Moi, j'avoue que les kaiju, même si j'habite au Japon, c'est un truc qui m'intéresse pas le moins du monde. Donc, c'est vraiment pas un jeu pour moi a priori, en tout cas en termes de thématique, parce qu'en termes de gameplay, j'avoue que ça a l'air particulièrement fun de pouvoir projeter ses adversaires dans des bâtiments, de pouvoir leur rétamer la tronche à coup d'attaque spéciale, avec certes un petit peu de chance, puisqu'il y a des dés pour. C'est pas pour Xavier les dés. Dès qu'il y a un jeu avec des dés, Xavier perd automatiquement. C'est pour ça que j'ai perdu un peu le fil de ma pensée. Bref, si vous êtes un petit peu allergique à l'aléatoire, à la chance des dés, c'est pas forcément non plus pour vous. Ensuite, les frais de port. Je passe un petit peu trop vite, non? J'ai l'impression de faire une mention honorable alors que c'est un gros jeu de la semaine. Bref, les mentions honorables, c'est fini. On va se calmer un petit peu. Pour l'Europe, les frais de port sont à 34 $. Donc oui, c'est assez cher pour les frais de port, mais en même temps, à quoi vous attendiez-vous avec la masse de matériel qui est proposée? Forcément. Le Canada, c'est presque la même chose. On est à 37 $. Pour ce qui est du Japon, bon, de toute façon, je ne pensais pas y aller, mais les 50 à 80 $ me convainquent encore plus de ne pas y aller, très honnêtement. Ça coûte très cher, mais bon, en même temps, Mythic Games, c'est souvent des jeux assez chers, notamment parce que ça déborde de matériel dans tous les sens. La TVA sera imposée, je pense, dans le Pledge Manager, oui, c'est bien ça. Le Pledge Manager, donc pour les TVA, comme souvent ces derniers temps, donc 20-21% en Europe. Et puis c'est à peu près tout, ma foi. Je suis passé relativement vite sur Monster Apocalypse. Donc c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. 3337 contributeurs à 14 jours de la fin de la campagne. Le jeu est déjà largement financé avec 433 000 $ sur 100 000 d'objectifs de financement à la base. N'oubliez pas de surveiller la campagne de votre côté puisqu'ils vont bien évidemment dévoiler tout un tas de stretch goals au fur et à mesure de la campagne. On a déjà pas mal de nouveaux monstres et de nouvelles unités montées comme des chars par exemple. Donc ça va certainement venir augmenter au fur et à mesure, d'autant que l'écart entre chaque niveau de stretch goals n'est pas spécialement très conséquent, donc on va certainement dans les jours à venir avoir beaucoup de nouveaux stretch goals qui s'ajoutent. Voilà pour Monster Apocalypse de chez Mythic Games. On continue avec Jiangnan Life of Gentry, certainement un des projets qui m'intéresse le plus cette semaine d'un point de vue personnel. Je sais que ça en intéressera au moins un des commentateurs réguliers de la chaîne.
235 contributeurs à 19 jours de la fin de la campagne. On a déjà dépassé le seuil de financement qui était de 15 000 $. Ils ont déjà, pour l'instant, engrangé plus de 20 000 $. Donc, ça se passe plutôt bien pour Jiangnan. Ce n'est pas un projet énormissime, mais ça fait le boulot. Et ça nous vient de Moyadeas Game Design, qui nous vient de Taïwan, alors qui a déjà fait 3 projets d'ailleurs. Je n'ai pas souvenir de les avoir vus. Alors, Mini Express, un jeu sur les trains, qui avait fait quand même 1800 contributeurs, et Railcoins, qui avait attiré beaucoup moins de personnes, avec seulement 208 contributeurs, mais ce n'était pas du tout le même type de projet, ceci dit. Alors, Jiangnan, c'est un jeu qui vous place en fait dans l'ère de la dynastie des Ming, à l'apogée de la dynastie des Ming, d'ailleurs, devrais-je plutôt dire, avec des artistes littéraires qui parcourent le pays à pied comme en bateau, à la recherche d'inspiration pour composer les grandes œuvres de leur époque. Et puis donc, il y aura ceux qui seront à la recherche de renommée, qui chercheront à présenter leurs travaux à la capitale de Nankin. Et cependant, par contre, attention, l'aristocratie est fickle, inconstante, et donc vous devrez suivre les dernières tendances ou bien sûr essayer de les créer vous-même, de les lancer par vous-même. Jiangnan, c'est un jeu de placement d'ouvriers, essentiellement pour 1 à 4 joueurs, sur des parties de 90 à 120 minutes et des joueurs de 15 ans et plus. Et comme vous pouvez le voir, donc un joueur à 4, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y aura donc un mode solo. Donc c'est toujours un gros plus également. Et moi, quand on me dit placement d'ouvriers, en général, je frétille. Donc, je suis plutôt intéressé par le jeu. Reste à voir en plus si les frais de port seront assez minimes du fait de la proximité avec le Japon, mais c'est vrai que c'est un jeu qui pourrait m'intéresser sur le papier. Après, bon, la direction artistique, il faut voir un petit peu plus en détail. Pour l'instant, je ne suis pas particulièrement séduit, si ce n'est peut-être par la boîte que je trouve très jolie en revanche. On vous dit ici d'entrée de jeu qu'il s'agit donc d'un jeu de placement d'ouvriers, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également de contrôle de territoire, également avec des tuiles d'action et du draft de tuiles d'action, mais également une facette de construction de sacs, donc du backbuilding. En anglais, c'est quand même bien plus parlant qu'en français, construction de sacs. Vous allez en fait ajouter des nouvelles actions, des nouvelles tuiles d'action dans votre sac au fur et à mesure de la partie. L'éditeur nous dit également que Jingnan sera son plus gros projet à ce jour, et donc qu'ils ont préféré passer par Kickstarter, après notamment le gros succès de Mini Express, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Passons ensuite sur le How to Play, donc comment jouer. Alors d'abord, vous avez donc une phase de planification d'action et de pose d'ouvrier. Vous allez choisir une tuile d'action parmi celles dont vous disposez, que vous possédez, et vous allez défausser celle qui est la plus à droite sur le plateau pour avoir une récompense immédiate et ensuite placer votre ouvrier sur la localisation de votre choix, sur le lieu de votre choix, pour pouvoir en récolter les intérêts, bien évidemment. Ensuite, il y a une deuxième phase de contrôle de territoire et de scoring. Pour ce faire, vous allez placer différents ouvriers sur des bateaux afin de leur faire acquérir l'influence, en fait, et le joueur qui aura le plus d'influence sur le bateau pourra décider quelle sera la trend, donc la mode, on va dire, qui scorera le plus durant le jeu. Il y a ensuite une phase de draft de tuiles d'action qui vont donc entrer dans un sac. C'est donc cette phase de backbuilding, pourrait-on dire en anglais. Donc, vous allez drafter des actions, des tuiles d'action qui vont venir rejoindre le petit sac que vous voyez à l'écran. Et puis, ça vous permettra de prévoir votre stratégie à l'avance, d'obtenir une certaine flexibilité en sachant plus ou moins ce qui va pouvoir sortir à l'avenir. Donc, en gros, plusieurs mécanismes de jeu euro mélangés les unes aux autres. Est-ce que ce sera bien mélangé? Est-ce que ça gardera quand même une certaine cohérence globale? Ça, il faudra l'essayer pour le savoir véritablement, mais en tout cas, ça se présente plutôt bien. Alors ensuite, qu'y a-t-il dans la boîte? Alors, vous aurez donc une édition de base qui vous coûtera 65 $, qui sera accompagnée en plus de tous les stretch goals débloqués durant la campagne, bien évidemment. Pour l'édition de base, vous aurez donc 3 plateaux de district, 4 plateaux de joueurs individuels, un plateau de tour de jeu, 3 plateaux de rivière, ensuite 12 tuiles de muses, qui sont donc de jolies jeunes femmes apparemment, un tableau, il y a tout un tas de tableaux, hein, un tableau de scoring public, pour ce que ça veut dire, je ne sais pas trop. Vous aurez également 4 tuiles de grands talents de Jiangnan, des tuiles de scoring, des pions, des tokens. Après, ça reste du plus classique, bien évidemment.
Ensuite, vous aurez une édition Deluxe également pour 89 $ qui inclut évidemment tout ce que contient le jeu de base, en plus d'une extension, on va dire, qui vous permettra, enfin c'est plutôt un pack qui vous permettra de jouer jusqu'à 5 joueurs au lieu de 4. Bon. Ensuite, vous aurez également des, comment dire, des lingots en métal pour remplacer l'équivalent en carton, j'imagine, du jeu de base. Ensuite, on aura des bateaux qui seront modélisés en 3D plutôt que des petits plateaux cartonnés. On aura aussi des petits standees pour accompagner le jeu, un peu plus d'immersion, et puis également des ressources en bois plutôt qu'en carton. Donc une valeur totale, on vous dit, de 117 $, donc vous ferez une économie de 28 $ selon l'éditeur. Et puis sinon, vous avez également le Deluxe All-in à 139 $. Bon là, ça commence à faire un petit peu cher. Cette fois-ci, ça inclut bien sûr tout ce que vous avez vu précédemment dans l'édition Deluxe, avec en plus un grand playmat susceptible de remplacer le plateau central, mais également un insert en bois, ce qui est plutôt très agréable aussi. Et puis un sac pour votre playmat également, mais bon, ça c'est un petit peu moins nécessaire, dirais-je. 187 $ de valeur, 139 $ de prix, donc en gros, vous pourrez économiser 48 $. Donc voilà. Attention, par contre, l'insert n'est visuellement pas encore abouti, hein, ce n'est pas un design définitif, c'est encore un work in progress, donc attention, ça ne ressemblera pas forcément à ça lors de produits finis. Ensuite, ils font un petit point sur les différentes, comment dirais-je, sur les différents mécanismes du jeu, un petit peu plus en détail, mais on ne va pas passer trop de temps dessus puisque je les ai déjà présentés un petit peu dans les différentes phases de la partie. Donc je répète rapidement, donc de la planification d'action, du contrôle de territoire, du backbuilding, et puis également un point plus intéressant qui n'avait pas été mentionné jusqu'à présent, à savoir des scénarios ou scénarii, selon la façon dont vous voulez le dire. Vous pourrez explorer la vie sociale riche de l'ancienne cité de Jiangnan et déterminer si votre destin est lié au fait de passer un examen à l'école impériale pour devenir un bureaucrate respectable, ou si vous allez plutôt vous orienter vers une carrière artistique aux côtés des aristos de la ville. Et apparemment, il y aura donc plusieurs chapitres qui viendront composer ces scénarios, et donc une certaine rejouabilité assez intéressante de ce point de vue-là, une sorte de campagne sur plusieurs parties, donc ça, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui m'intéresse encore plus. Autre aspect assez intéressant du jeu, c'est le fait qu'il soit totalement indépendant de la langue des joueurs, et ça aussi c'est plutôt cool, comme souvent d'ailleurs c'est le cas pour les jeux de placement d'ouvriers. On se contente généralement d'une iconographie relativement claire, ce qui permet à tout le monde de jouer, si tant est que vous compreniez les règles. Donc effectivement, il n'y a pas de règles en français pour l'instant en tout cas. Il faudra au moins comprendre les règles en anglais ou une traduction fan-made éventuellement si une bonne âme prend sur elle de faire une traduction pour la langue française. Mais après, en termes de plateau, de cartes, etc., le matériel, lui, est indépendant de la langue des joueurs autour de la table. Donc ça, c'est plutôt aussi agréable. Sachez d'ailleurs qu'en termes de traduction, il y en a déjà plusieurs prévues, à savoir en allemand, en japonais, en espagnol et en vietnamien. Vietnamien, je crois. Je crois pas me tromper en disant que c'est le Vietnam, mais bon. Ensuite, vous aurez également la possibilité de les aider pour traduire le jeu dans votre propre règle. Donc voilà, encore une fois, s'il y a une bonne âme quelque part ici, présent, proposez-vous. Je pense à toi, Anto, pour proposer éventuellement une traduction en français. Alors ensuite, vous pourrez tester également le jeu sur Tabletop Simulator pour vous faire une idée un petit aperçu du jeu. Est-ce que c'est susceptible de vous plaire à vous et à votre groupe? Ensuite, on va passer peut-être, je pense, directement au frais de port, parce que pour l'instant, les stretch goals n'ont pas encore vraiment été dévoilés, puisqu'on a seulement à peine atteint le seuil de financement, mais on aura apparemment des tuiles plus épaisses, on aura des meeples de Scholar un petit peu différents, visiblement, un petit peu upgradés en termes de matériel. On aura également des add-ons avec donc le pack pour 5e joueur à 10 $ par exemple, ou les standees, les petits lingots en métal par exemple, que vous pourrez obtenir si vous voulez éviter la Deluxe, mais que vous voulez quand même les petits lingots en métal, c'est possible. Le playmat également, mais le playmat par contre coûte très cher, 30 $ de playmat, c'est quand même assez chéro. Et puis aussi, vous pourrez obtenir le précédent jeu de Duguwei, à savoir Yin Yang. Par contre, je ne connais pas du tout le jeu ni sa qualité présumée. 65 $ ceci dit. Les frais de port, les voici.
Alors, pour l'édition de base, pour le Canada, 24, pour l'Union européenne, 17. Selon le pays de l'Union européenne, ceci dit, ça dépend où vous habitez. Pour la France, c'est la zone numéro 2, pour la Belgique, le numéro 1, donc vérifiez un petit peu par vous-même. Pour la France, ce sera 23, 24, 26, selon le pledge que vous allez choisir. Canada, 24, 28, 30. Pour le Japon, par curiosité, 21, 24, 27, donc c'est pas plus intéressant que chez vous, en fait, ça fait une différence de 1 ou 2 euros sur le niveau de pledge. Bon, j'aurais pu m'attendre à un petit peu mieux du côté des frais de port pour l'Asie et le Japon. Un petit peu dommage de ce point de vue-là. Mais bon, aucun projet n'est parfait. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, si ce n'est peut-être que le jeu est censé être livré en juillet. Bien sûr, comme d'habitude sur Kickstarter, vous ajoutez un D6 pour savoir à peu près quand ce sera livré, donc entre juillet et décembre 2022, j'imagine. En tout cas, Jiangnan, 236 contributeurs, c'est financé à 19 jours de la fin de la campagne. Jeu relativement intéressant. Petit détour à nouveau du côté de GameFound avec Wild Realms, qui a fait partie des 3 premières positions dans le vote, à ma surprise, j'avoue. C'est pas un jeu que j'attendais outre mesure. C'est vrai que les illustrations sont très jolies. Je ne connaissais pas le jeu avant la semaine dernière. Je crois qu'il a été annoncé relativement tardivement. Et je ne l'attendais pas vraiment et je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un, ou en tout cas autant de personnes, votent pour Wild Realms dans la présentation des gros projets. Et du coup, bah, c'est vrai que 94 backers, je pensais plus ou moins que ce serait, bon, peut-être un peu plus que ça, mais je ne m'attendais pas à un gros projet et ça se confirme ici. 94 backers, soit 4 500 $ à 25 jours de la fin de la campagne, si la campagne arrive en tout cas jusqu'au bout, ce qui n'est pas gagné, c'est pas garanti pour l'instant. Ceci dit, bon, c'est vrai que c'est joli. La thématique est assez intéressante parce qu'en fait, l'espèce humaine a touché la fin de son histoire, en fait, tout simplement. La Terre est maintenant aux mains des animaux qui essayent de se reconstruire un royaume, en fait. Et en fait, dans ce jeu de Set Collection, vous allez vous construire un royaume avec différents animaux au sein de différents territoires. C'est un petit jeu essentiellement, comme je disais, de Set Collection, mais avec un petit peu de Take That aussi. C'est quand même un jeu de confrontation qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs, 4 players, excusez-moi, 4 joueurs, mais à partir de 2 joueurs, pour des parties d'environ 60 minutes et 12 ans et plus. En plus de ça, bon, c'est là que le jeu est relativement abordable. On nous parle d'un prix en magasin de 50 $, mais durant la campagne, 35. Ça fait quand même une sacrée ristourne durant la campagne si véritablement le jeu se retrouve à 50 $ en magasin, ce qui m'étonnera un petit peu. Donc 35 $ pour le jeu de base, hein. De toute façon, il n'y a pas de jeu en version deluxe ou premium ou je ne sais quoi, avec plus de matériel notamment. C'est seulement le jeu de base. Vous avez l'occasion d'en prendre un à 35 $ ou deux avec une petite ristourne supplémentaire qui le rend un peu moins cher, donc 30 $ la boîte, ou un pledge philanthrope si vous êtes vraiment généreux pour 1000 $. Mais vous ne recevrez qu'un jeu, donc c'est la même chose au final, hein. Pour ce qui est du jeu, donc, rapidement, c'est pas inintéressant en soi, hein, donc je pensais quand même que ça ferait un petit peu mieux que ça. Je m'attendais à, aujourd'hui, quand j'ai ouvert la page, à 300-400 backers peut-être, mais là, même pas 100, ça m'étonne un petit peu quand même. Si c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse communication faite sur le projet, j'ai appris son existence il y a quoi, 2 semaines maximum, donc ça m'étonne pas complètement non plus. Alors, l'objectif, c'est d'être le premier des joueurs autour de la table à établir son royaume en découvrant les 4 différents territoires disponibles dans le jeu, à savoir bon, les territoires de la terre, de l'air, du feu et de l'eau, en gros. Et en fait, vous aurez donc une colonne par territoire. Vous allez commencer en plaçant un territoire parmi les 4, avec un animal dessus pour le protéger. Et au fur et à mesure, vous allez essayer de découvrir et comment dirais-je, de débloquer l'accès à d'autres royaumes, puis à y apposer de nouvelles cartes d'animaux. Ces cartes d'animaux auront chacun des statuts particuliers, des pouvoirs particuliers également. Et c'est à partir de ces pouvoirs que vous pourrez essayer de vous maraver les uns les autres à coup de capacités spéciales. Il y aura également des animaux légendaires qui entreront dans la partie. Vous pourrez ensuite donc former des alliances entre les différents animaux que vous aurez pu obtenir. Vous pourrez attaquer votre adversaire, ce qui en général aboutira à un jet de dés. Donc il y a quand même un facteur chance assez prégnant aussi, mais un jet de dés activera également toujours la capacité spéciale de votre animal, sachant qu'il y a 50 animaux uniques dans le jeu en l'état, plus les 12, je crois, ou 14 animaux légendaires qui sont contenus dans le jeu.
Voilà, ça se résume à peu près à ça pour ce qui est des règles de base, hein. Vous avez aussi un petit aperçu des différents animaux légendaires avec ici le cobra roi par exemple ou encore le bélier. Alors là, par exemple, c'est un peu écrit petit, mais on peut essayer de voir que, le cobra, donc parmi les 2, chacun des animaux légendaires, chacun des animaux légendaires vous proposera, 2 pouvoirs spécifiques, et vous aurez à choisir parmi ces 2 pouvoirs, donc un seul pouvoir, à appliquer et ça pourrait théoriquement renverser la partie, assez facilement. Ce sont des cartes un petit peu pétées du coup, hein, mais volontairement bien entendu. Par exemple ici, donc le cobra, vous permet soit de jeter un dé et d'attaquer, tous les territoires de votre adversaire, ou de débloquer, les 5 territoires, dans votre plateau à vous, hein. Je parle depuis tout à l'heure de, 4 territoires, mais il y en a un cinquième que vous pouvez débloquer aussi. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Alors ensuite, justement, on nous parle ici rapidement de ce cinquième territoire, potentiellement débloquable. En fait, c'est dans la situation où vous êtes vraiment dans une mauvaise passe, où vous sentez la défaite poindre, vous pourrez éventuellement invoquer, enfin faire un pari un petit peu, osé, de débloquer un autre, territoire en fait qui vous permet de provoquer un duel. C'est risqué, mais ça se joue au dé, mais ça peut éventuellement vous permettre de revenir complètement dans la partie également. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire en termes de gameplay. Rapidement, on passe au What's in the box, donc qu'y a-t-il dans la boîte? Alors d'abord, on aura 4 plateaux individuels plutôt jolis, c'est plutôt stylistiquement parlant agréable à l'œil, je trouve. La direction artistique est plutôt soignée, y compris donc les cartes, des animaux qui sont toutes, uniques et plutôt bien illustrées, je trouve. Vraiment, c'est plutôt joli, je trouve. Les plateaux ne sont pas en playmat, hein, ça a l'air comme ça, mais en fait, il y aura des pliures, hein, ce sera, divisé en 4 parties. Ensuite, donc les 50 cartes d'animaux, donc tous uniques. On aura également 8 cartes de royaume, enfin de territoire. Et puis ensuite, on aura aussi donc ces fameuses, bêtes légendaires qui sont au nombre de 12, pour un total de 62, cartes d'animaux, tous en exemplaire unique et avec une illustration donc unique également. Ceci dit, 62 cartes, c'est pas énorme. Il aurait peut-être fallu essayer d'en faire un tout petit peu plus pour, ajouter un petit peu de rejouabilité et différents combos également. 62 cartes, c'est assez peu finalement. Alors, on va passer directement à la suite. Il n'y a pas beaucoup de matériel vraiment à analyser sur cette campagne, donc directement le shipping. Alors, pour les Canadiens parmi vous, ça ferait quand même 28 $, c'est quand même très très cher, soyons honnêtes. Pour les Européens, ça allait potentiellement un tout petit peu moins ou potentiellement beaucoup plus, hein, 22 à 39. Donc allez savoir, ça dépend j'imagine des différents pays, qui constituent l'Union européenne. Il aurait été sympathique, qu'on nous précise, qu'on nous mette un déroulé des différents pays qui composent l'Union européenne pour savoir après à quoi s'attendre lorsqu'on est en France par exemple ou en Belgique. Pour l'instant, c'est pas le cas. Sachez par contre que si vous êtes au Royaume-Uni, c'est 11 $, donc beaucoup moins cher qu'au Canada ou même, qu'aux USA également. Donc assez difficile à comprendre, allez savoir. Le frais de traverser la Manche, passe, les frais de port du simple au double. Bon bref. Et la taxe sur la valeur ajoutée sera, appliquée durant le pledge manager, j'imagine. En tout cas, on nous dit que la taxe sur la valeur ajoutée sera ajoutée, à un taux de 19. Voilà et c'est tout. Donc la campagne est relativement courte, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour l'instant et c'est peut-être aussi en partie pour ça, ce manque de détails, ce manque de mise en avant des intérêts, des différences de ce jeu par rapport à tant d'autres dans la même catégorie, qui font que pour l'instant, Wild Dreams, bah, ça décolle pas des masses. Il reste certes 25 jours, mais à 25 de financement actuellement, et alors qu'on va entrer un petit peu dans le ventre mou de la campagne désormais, ça sent pas très bon pour Wild Realms. Pourtant, c'est un jeu qui a pas l'air vilain. Visuellement parlant, c'est plutôt joli, même si la boîte est pas magnifique en elle-même. Les illustrations uniques sont toutes assez jolies, les plateaux sont jolis. Le gameplay a pas l'air plus mauvais qu'un autre jeu particulièrement, mais a pas l'air spécialement innovant non plus, pas spécialement l'air unique. Donc bon, à voir. J'avoue qu'en plus, il n'y a pas de version Tabletopia ou TTS apparemment, en tout cas à se mettre sous la dent, si on en croit les seules informations qu'on a, sur GameFound, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. En attendant, moins de 100 backers pour l'instant, à 25 jours de la fin de la campagne, ça risque d'être très compliqué pour Wild Realms. Et on termine ce 26e menu crowdfunding par le gros morceau de la semaine, à savoir The Elder Scrolls V Skyrim The Adventure Game. Bon, directement inspiré bien sûr du jeu vidéo du même nom pour ceux qui ne seraient pas joueurs de jeux vidéo.
Pour l'instant, 3532 backers à 30 jours de la fin de la campagne, une campagne assez longue du coup, et donc déjà 584 000 livres accumulés pour 100 000 livres d'objectifs de base. Donc le jeu est largement financé, c'était prévisible, on est quand même sur une très très grosse licence, ça fait certainement partie des 10 plus gros jeux de la décennie 2010-2019, hein, j'imagine. J'ai joué d'ailleurs aux jeux vidéo, je crois ne pas l'avoir fini. Ça fait partie de ces RPG qui sont très très bien faits, qui sont assez enivrants, dans lesquels on peut passer des heures simplement à parcourir le monde qui est extrêmement vaste, mais qui me donne un peu trop de liberté. Et au bout d'un moment, bah, je me lasse parce qu'il n'y a pas de fil directeur véritablement qui me tire vers une progression finalement peut-être plus linéaire que je souhaite dans un jeu, plutôt que vraiment un bac à sable. Bref, ça n'a aucun rapport avec la campagne, donc on va passer directement à la suite, si vous le voulez bien. Donc 3500 backers, on pourrait quand même se dire que malgré tout, en 3 jours, 2-3 jours, c'est un résultat qui n'est pas époustouflant. C'est un très bon résultat, hein, 500 000 livres, évidemment que c'est un très bon résultat, mais d'un autre point de vue, 3500 backers sur une licence aussi énorme, alors certes, ce n'est pas Awaken Realms, ce n'est pas Chip Theory Games ou toute autre grosse compagnie qui attire l'œil très facilement, c'est Modiphius Entertainment, mais quand même, la licence fait que j'aurais pensé à un plus gros succès quand même. Ceci dit, sachez que The Elder Scrolls, peut-être pas Skyrim, mais peut-être un jeu dans le même univers en tout cas, est à paraître du côté justement de chez Chip Theory Games dans les mois ou années à venir, certainement les mois à venir, donc l'année prochaine. Donc à surveiller, ce sera peut-être un peu plus convaincant que celui-ci. Alors bon, j'ai déjà un petit peu vendu la mèche en disant ça, mais bon, bref. Donc 1 à 4 joueurs pour Skyrim, pour des parties de 90 minutes, pour 14 ans et plus. C'est un jeu évidemment placé sous le sceau de la fantasy, bien entendu, de l'heroic fantasy. C'est un jeu d'exploration avec un petit peu de stratégie, de RPG, bien entendu. C'est également un jeu d'action, puisqu'il y aura bien sûr des combats, hein, vous vous en doutez, d'aventure, et vous pouvez aussi le jouer en solo, hein, à 4 joueurs bien entendu, et si ce n'est pas le cas, vous le jouerez en coopératif, et ça c'est relativement intéressant, j'avoue. Je ne m'attendais pas spécialement à un jeu coopératif. Récemment, on avait vu par exemple l'adaptation encore d'un autre jeu vidéo, à savoir The Witcher, qui lui avait proposé une expérience qui n'était pas coopérative, même si je crois me souvenir qu'il y avait eu une extension pour jouer en coop. Skyrim vous permet uniquement de jouer en coop, il n'y a pas de version compétitive. Donc de ce point de vue-là, moi ça m'intéresse plutôt. J'avoue qu'une expérience de RPG autour du monde de Skyrim en coop, ça me semble plus intéressant que véritablement en compétitif, mais bon après c'est une question de goût également. Alors donc 90 à 120 minutes par chapitre, attention, il y aura tout un tas de chapitres, de 2 campagnes différentes composées je crois de 6 chapitres si je me souviens bien. Alors déjà un petit aperçu de la présence sur la table, table fictive puisque, on n'a pas de, le prototype physique pour l'instant. La plupart des commentateurs, sur le jeu ont fait leurs mains sur la version prototypale en ligne, donc sur, Tabletop Simulator ou Tabletopia, l'un des 2, j'ai oublié, peut-être même les 2 d'ailleurs. Mais ça devrait ressembler à ça, certainement un plateau assez conséquent, assez joliment reproduit, ceci dit, c'est plutôt joli. Après, on voit un petit aperçu des personnages, des fiches de personnages, etc. Mais ça, on ira voir un peu plus en détail dans la suite de la campagne. Donc, vous êtes amené à vivre une aventure de coopération ou de solo qui vous prendra des centaines d'heures de gameplay renouvelables et rejouables à merci. Vous allez choisir donc votre héros, traverser les différentes régions de Skyrim, chercher bien entendu à faire évoluer votre personnage, notamment en remplissant certaines quêtes annexes au-delà du scénario de base, bien entendu. Bien entendu également des combats à foison, votre personnage qui va chercher à évoluer, à s'armer de mieux en mieux, voire même à enchanter certains des accessoires qu'il possède, à savoir des épées, des boucliers, etc. Donc vraiment, en termes thématiques, ça reprend plutôt bien l'univers de Skyrim, le jeu vidéo. Alors, le Why Back Now? Alors justement, on a donc une version de démo sur Tabletop Simulator. C'est pas du tout un argument pour backer, parce que du coup, on n'a pas besoin de backer pour accéder à la démo. Donc bon, pourquoi pas. Le special pricing, donc le prix un peu réduit durant la campagne, bien évidemment. First wave shipping, donc vous serez les premiers à recevoir les jeux, bien évidemment. Et puis ensuite, quelques exclusivités GameFound
également disponibles durant la campagne exclusivement, bien sûr. Alors, passons directement aux différents niveaux de pledge. Il y en a 3 pour l'heure actuelle, à savoir le jeu de base pour 68 livres. Alors, j'imagine que le 82 ici est un 82 $, mais ils ont laissé la devise du livre, certainement par erreur, j'imagine. Donc, 68 livres pour le jeu de base et tous les stretch goals attenant à ce jeu de base, bien évidemment. Ensuite, un pledge un peu plus intéressant à 140 livres qui vous propose donc le jeu de base, bien évidemment, qui s'accompagne cette fois-ci de 2 extensions, à savoir l'extension Dawnguard et l'extension From the Ashes. Donc un peu plus de matériel, certainement un peu plus de rejouabilité, plus de campagne, j'imagine. Et puis enfin, on a un Deluxe Tier qui vient ajouter des upgrades de matériel, puisque vous voyez ici la carte est disponible en tapis de néoprène. Vous aurez aussi les septimes, la devise de Skyrim en pièces de métal, ce qui est aussi plutôt agréable, bien entendu. Et au-delà de ça, on aura donc les 2 extensions mentionnées plus tôt, donc Dawnguard et From the Ashes, ainsi qu'un set d'upgrade de miniatures. Et bien sûr, pour les 2 pledges précédents, hein, les stretch goals propres à ces niveaux de pledge, tout simplement. Alors, qu'y a-t-il dans chacun des pledges? Ils nous ont fait une petite infographie pour nous dire à peu près ce que chaque pledge contenait. Et bien entendu, ça fait marcher la machine à FOMO, la fameuse Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose, la peur de manquer. Parce que du coup, avec le pledge de base, certes, ça coûte beaucoup moins cher, mais vous vous retrouvez avec le jeu de base, ce qui est certainement déjà largement suffisant si vous êtes fan de RPG mais que vous ne connaissez pas spécialement Skyrim, plus Call to Arms Adventurous Primer. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, je n'ai pas trop vu les détails. Mais si vous êtes fan de l'univers de Skyrim, et que en plus de ça, vous faites partie des gens qui voudraient absolument avoir tout ce qui se fait pour ne pas avoir à le rater ou à le payer plus cher par la suite, bah, vous êtes forcément attiré par le Gameplay Tier, ou encore mieux par le Deluxe Tier, et donc tous les ajouts de matériel notamment. Et ça va coûter un bras. 140 livres, 220 livres, c'est des livres, donc c'est évidemment bien plus en euros, hein. Je n'ai pas le compas dans l'œil pour ce qui est des transcriptions d'une devise à une autre, surtout pour les livres, je connais assez mal, mais en gros, 140 livres, ça va certainement aller taper sur les 180, 200 € et 220 livres. Vous allez chercher assez rapidement les 300 €, je pense. Donc, machine à FOMO. Le jeu, comment ça se joue? Bon, bah, vous allez tirer un événement à chaque tour de jeu et ça viendra bien évidemment influencer le tour à venir. Ensuite, vous pourrez bien évidemment aller parcourir les chemins escarpés du royaume de Skyrim avec donc l'exploration de caves, j'allais dire, de grottes, de différentes mines, de tombes, de ruines et de cités de Dwemer, qui sont des cités abandonnées depuis des décennies, des siècles, peut-être même, si je me souviens bien. Ensuite, on aura évidemment des missions à accomplir, parfois des missions annexes, parfois des missions principales, pour changer le futur gameplay à partir de chacune de vos décisions. Chacune de vos décisions, un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros, va impacter la suite de votre aventure. C'est en cela aussi que l'aspect campagne du jeu est relativement intéressant. Ensuite, bien sûr, beaucoup de combats pour accumuler de l'expérience et des trésors pour pouvoir faire évoluer votre personnage. Donc, on vous le dit d'ailleurs juste ici, hein, faire augmenter le niveau de votre personnage pour également lui permettre d'acquérir de nouvelles capacités, comme par exemple le fait d'être un pickpocket, ou de se guérir par exemple, ou d'avoir 2 armes au lieu d'une, etc. Ensuite, vous pourrez enchanter votre équipement, donc que ce soit votre équipement d'attaque ou de défense. Vous pourrez les équiper, les enchanter pour qu'ils soient plus efficaces. C'est une manière d'augmenter les capacités de votre personnage un peu alternative, disons. Vous pourrez rencontrer divers personnages, des NPJ, bien entendu, hein, donc des personnages non joueurs, des PNJ plutôt, pas des NPJ, excusez-moi, et qui vous donneront parfois des quêtes annexes à remplir pour gagner encore plus de récompenses et faire encore mieux évoluer votre personnage, en gros. Ensuite, on vous parle rapidement du contenu de la boîte de base, que voilà. Alors, on a donc le plateau assez joli, pour le coup, qui fait donc 100 cm, donc 1 mètre. C'est un gros plateau. 1 mètre par 56 cm. Ensuite, on a des miniatures que vous voyez ici. Et bon, là, déjà, je trouve que les miniatures sont pas très, très jolies. Alors, elles sont très, très peu mises en avant, finalement. On les voit en assez petit. Elles sont pas folichonnes, très honnêtement, hein. C'est pas très, très joli. Bon, bref, votre personnage sera accompagné d'une sorte de plateau individuel sur lequel vous allez faire évoluer 3 pistes de compétences, enfin d'expérience, etc., ainsi que des ressources que vous allez mettre
dans un petit réceptacle prévu à cet effet. Les plateaux seront double épaisseur, hein. Ensuite, on aura plusieurs dés pour ce qui est combat, etc. 380 tokens de différents types, comme vous pouvez le voir ici, c'est plutôt joli. Tout un tas de petits cubes également pour les 3 échelles de valeur que vous voyez sur les plateaux individuels. Ensuite, on aura des petites boîtes qui nous permettront de sauvegarder notre progression dans une campagne, ce qui est plutôt agréable également. Des porte-cartes avec des diviseurs, hein, des séparateurs, devrais-je plutôt dire, pour parler bien français, des séparateurs pour les différents types de cartes notamment. Ensuite, on aura 6 cartes de personnages, hein, c'est les cartes des personnages que vous pourrez incarner avec donc différentes races, bien évidemment, comme dans le royaume de Skyrim, hein. On aura donc les Nordiques, les Impériaux, les Khajiits, qui sont une sorte d'hommes-chats, de chats anthropomorphiques. Les autres, je me rappelle assez mal, les Dunmer, bien sûr, les High Elves, donc les elfes, et les derniers, j'ai oublié, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Des cartes de référence, donc des cartes d'aide, bien entendu, 293 cartes de quête, ce qui est assez conséquent, 60 cartes de donjon, 196 cartes d'équipement, là aussi c'est assez conséquent, 64 cartes d'événements, pardon, hein, pour impacter chaque début de nouveau tour, 46 cartes de upgrade, donc des enchantements notamment, 67 cartes de rencontres, 41 cartes de statut, 38 cartes de villes et de territoires sauvages, et puis 25 cartes de followers qui sont donc, j'imagine, des aides, des assistants qui pourront vous suivre dans votre aventure, mais qui seront des PNJ en fait, certainement. Ensuite, on vous parle de Dawnguard Expansion avec quelques miniatures supplémentaires et plus de héros disponibles, bien entendu, avec 4 nouveaux héros disponibles, de nouveaux elfes par exemple, des argoniens, etc. Différents représentants de l'univers de Skyrim, encore plus de tokens, encore plus de tout ce que vous avez eu précédemment en fait, hein. Quelques nouveautés également avec des cartes de vampirisme par exemple, des cartes de menace, bon, il y a quelques petites nouveautés dans les extensions. Ensuite, on passe à From the Ashes, qui est une autre extension qui va vous proposer encore plus d'équipement, plus d'armure, plus de rencontres de dragons. Ah, ça c'est intéressant, des rencontres de dragons. Je ne crois pas en avoir vu dans le pledge de base. Et c'est vrai que pas de dragons dans Skyrim, c'est un peu la loose quand même si on nous dit que l'histoire se passe des dizaines et des dizaines d'années, peut-être même centaines d'années avant l'histoire du jeu vidéo, dans lesquels les dragons sont revenus, je crois. Donc, ça expliquerait que dans le passé, les dragons ne soient pas très présents. Mais dans From the Ashes, on a donc des rencontres avec des dragons. Avec également peut-être des miniatures de dragons, j'imagine. Plus de tokens et tout un tas de fantômes avec des miniatures translucides assez sympas. De ce point de vue-là, c'est plutôt joli. Ensuite, on a le fameux pack de miniatures avec donc tout un tas de miniatures pas spécialement uniques, sauf Ulfric. Le reste, c'est des copies de la même miniature, hein, en double, en triple, etc. Et puis des versions alternatives de vos héros. Voilà, donc c'est uniquement matériel, hein. Ensuite, le gameplay, bon, on a déjà un peu passé de temps dessus, donc on ne va pas faire non plus plus de temps que ça, mais par contre, on va peut-être s'appesantir quelques instants sur les fiches de personnages individuels. Vous allez donc en choisir un parmi les 6 ou 10 si vous avez l'extension personnages disponibles. Chaque personnage est double face avec une version féminine et une version masculine. Et vous avez donc ici le plateau avec les 3 pistes que vous apercevez, les compteurs qui sont dessus, que vous allez être amené à faire évoluer, et puis ici des ressources que vous allez accumuler au fur et à mesure de la partie, notamment pour faire évoluer votre personnage. Notamment via l'acquisition de nouvelles armes, de nouveaux équipements, que ce soit offensif ou défensif par exemple. Chacun des équipements vous apportera certaines spécificités qui lui sont propres, bien évidemment. Ensuite, on vous parle des pertes d'événements qui viendront entrer en cours de jeu à chaque début de manche. Et puis donc cette exploration dans les différents recoins du monde de Skyrim. Il y a beaucoup d'embranchements. De ce point de vue-là, ça a l'air assez sympa, l'exploration a l'air intéressante. Tout plein de NPC à aller rencontrer d'ailleurs, hein, tous ces personnages non-joueurs qui vous confieront parfois des quêtes annexes, ça aussi c'est assez sympa, et tout un tas d'ennemis, comme ici par exemple un nécromancien, pardon, je connais assez mal le vocabulaire de la fantasy, donc un nécromancien, un maître nécromancien, donc tout un tas d'ennemis de ce type-là que vous pourrez essayer de défourailler pour faire progresser votre personnage, bien entendu. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Après, c'est beaucoup de redites, beaucoup de choses qu'on a déjà évoquées, notamment les ressources de votre plateau individuel que vous allez utiliser pour faire progresser votre personnage, etc., gagner de l'argent, et ainsi de suite. Voilà, c'est à peu près tout. C'est pas vilain. Après, il y a une chose qui me dérange un tout petit peu d'un point de vue purement esthétique, c'est que ça reprend beaucoup de visuels du jeu vidéo.
Et je comprends que c'est une licence de jeu vidéo et que ça cherche en cela peut-être à attirer les fans du jeu vidéo, et c'est tout à fait légitime. En revanche, moi-même qui ai joué aux jeux vidéo et qui ai apprécié le jeu vidéo, j'ai pas envie de retrouver les illustrations, un peu 3D, enfin, issues directement en fait du jeu vidéo sur des cartes et sur un plateau. Ça m'attire pas du tout, ça me fait pas du tout rentrer dans le jeu. J'aurais beaucoup plus apprécié qu'ils utilisent de nouvelles illustrations faites spécifiquement pour le jeu de plateau. Ça aurait été beaucoup plus immersif selon moi. Voilà. Et en plus de ça, les miniatures que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, sont pas spécialement jolies. D'ailleurs, elles sont toujours très, très, très petites et très peu mises en avant, très peu mises en avant. Il y a peut-être un peu une raison aussi. Bref. Ensuite, on vous parle des différents stretch goals déjà débloqués. On ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais donc vous aurez déjà donc, des miniatures supplémentaires, des chapitres supplémentaires peut-être aussi à débloquer au fur et à mesure. Un dragon, mais même lui, le dragon n'a pas l'air spécialement joli en soi, hein. On verra bien. Chose assez amusante pour les Social Lock Picking Challenge, c'est donc les stretch goals qui sont dépendants directement des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et compagnie. C'est qu'ils ont appelé ça donc des lockpicking, donc ça reprend en fait ce mécanisme de crochetage très très présent dans le jeu vidéo où vous passez beaucoup de temps à crocheter des portes, des coffres pour en récupérer les trésors. Ça c'est assez bien vu, même si ça apporte rien de spécial à la campagne en soi. Ensuite, on va passer directement, je pense, aux frais de port, puisque les niveaux de pledge, on les a déjà vus, hein, tout à l'heure, 220, 68, 140, hein, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Vous aurez bien évidemment les add-ons, hein, si vous n'êtes pas obligé de prendre, par exemple, le pledge de prix maximal pour pouvoir choper les pièces en métal, c'est possible pour 15 $, hein, pour 15 livres, pardon. Mais bon, c'est forcément un petit peu plus cher si vous prenez tout à l'unité, évidemment. Bien sûr, le mode TTS, un Tabletop Simulator, est disponible pour une démonstration si vous n'êtes pas trop allergique à l'anglais, puisque de toute façon, la campagne, pour l'instant en tout cas, n'est pas disponible en français. On arrive maintenant au shipping, donc aux frais de port ainsi que le planning de production. Le jeu devrait théoriquement vous arriver dans les mains en août 2022, plus un des 6, voire un des 10, pour donc peut-être fin 2022, début 2023, selon comment se passe la production et quel sera l'état du fret, du transport de marchandises d'ici là. Pour l'instant, ce n'est pas folichon, donc on verra bien d'ici là. Et donc le shipping, alors le shipping, ça dépend bien évidemment du niveau de pledge que vous êtes amené à choisir, mais pour l'Union européenne, ce sera 17, 21 ou 22. Donc ce n'est pas spécialement très 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 cher en soi. En termes de matériel, c'est quand même relativement lourd, donc on aurait pu attendre un petit peu plus. Ceci dit, attention, je viens de me rappeler que c'est en livres, donc ce n'est pas si donné non plus que ça. Quant à la TVA, pour l'Union européenne, apparemment, vous n'aurez pas besoin de payer la TVA. C'est déjà inclus dans le prix de pledge. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ceci dit, le prix de pledge est assez conséquent aussi, donc bon, c'est pas plus mal. On ne va pas non plus bondir de joie non plus là-dessus. Alors pour les langues, pour l'instant, je vous disais qu'il n'y a pas de langue française débloquée, mais ils sont en train de négocier avec différents éditeurs pour pouvoir justement traduire le jeu en différentes langues, y compris le français qui est la première langue évoquée dans la liste. Donc c'est peut-être bon signe, c'est peut-être prochainement en ligne, on imagine, hein. Ça reste une énorme licence, donc il n'y a pas de raison que ça se fasse mal du côté de l'édition française. Ça devrait arriver prochainement. On aura une en japonais apparemment aussi, en russe, en tchèque, en italien, etc. bien évidemment. Voilà, c'est à peu près tout. Un petit aperçu des différents jeux de Modifuse qui ne sont pas spécialement connus pour être des incontournables. Ça aussi, c'est vrai que ce n'est pas forcément hyper engageant. Bon, à voir, je ne saurais pas trop quoi vous dire. C'est vrai que les différents jeux de la compagnie, généralement, n'ont pas non plus une presse fantastique. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, l'univers, pas de Skyrim, mais de Elder Scrolls, plus largement parlant, va être traité également par Cheap Theory Games l'année prochaine. Cheap Theory Games, généralement, un éditeur digne de confiance et généralement gage de qualité. Donc, si je devais en choisir qu'un, j'attendrais certainement celui de Cheap Theory Games plutôt que de m'aventurer dans celui de Modifuse Entertainment, même si visuellement, ça n'a pas l'air plus mal qu'autre chose, et même si les mécanismes n'ont pas l'air dégueux non plus au demeurant. Ceci dit, les licences de jeux vidéo en jeux de société, ce n'est pas spécialement quelque chose qui m'attire outre mesure. Donc, j'en serai certainement pas, mais pour l'instant, 3534 backers sont d'une opinion différente, et c'est assez logique, c'est un beau succès, même si je pensais très honnêtement
qu'après quelques jours de campagne, en tout cas à l'heure actuelle, on en serait certainement à 6 ou 7 000 déjà. Donc j'imagine que plusieurs personnes ont du mal à être convaincues, peut-être par l'absence notamment de prototypes physiques et le peu de mise en avant des miniatures notamment. C'est peut-être pas très engageant, je ne sais pas très bien. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, moi je n'en serais pas. Et ma foi, ben, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Et une fois n'est pas coutume, ben, encore une fois, pas de coup de cœur cette semaine. J'en mets pas toutes les semaines et d'un côté, bon, c'est pas plus mal, ça perdrait peut-être un petit peu de sa valeur si je mettais des coups de cœur chaque semaine. Donc cette semaine, pas de coup de cœur. Sur ce, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps. Je vous remercie d'avoir encore une fois suivi cette vidéo. Les retours sont plutôt positifs sur le nouveau format, donc j'en suis ravi. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon jouage, et puis à la prochaine.